Salut tout le monde, bienvenue pour ce 21e épisode d'Overtime en ce 31 janvier 2022. Je suis Pascal Ebart et je serai votre hôte pour cette émission. Je ne serai pas seul, mais avant d'accueillir mes camarades de jeu, salutations au chat avec notamment Jérém, Fabien, Lionel, Orlan et Quentin qui nous ont déjà écrit dans le chat. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser pour nous poser toutes vos questions ou vos commentaires. Aujourd'hui, on va faire le tour du classement de National League et des clubs romans, commençant par le bas du classement. On parlera donc dans l'ordre d'Ajoie, de Lausanne, de Genève, de Bienne, de Fribourg. Et enfin, on terminera comme d'habitude avec notre joueur du week-end et le programme de la semaine. Et puis comme je l'ai dit, je ne serai pas tout seul pour cette émission. J'aurai la chance d'avoir 3 camarades, dont un invité exceptionnel, puisqu'on accueille pour commencer Serge Pelletier. Salut Serge. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et pour compléter le trio québécois d'attaque de cette émission, Jonathan Fillon et Stéphane Rochette. Salut messieurs. Salut à tous. Salut tout le monde. Alors comme je l'ai dit, n'oubliez pas, les commentaires sont ouverts, vous pouvez y aller. On va bien évidemment lire ceux-ci. Et puis sans plus attendre, messieurs, je vous propose qu'on s'attaque tout de suite au premier sujet. On va pas faire attendre plus longtemps les gens, on va parler du HC Ajoie. Un HC Ajoie qui continue de perdre et forcément avec la pause olympique et le record de défaites qui continue de s'accumuler, une question sur toutes les lèvres, est-ce que c'est la DER de Gary Sheehan, est-ce la DER vendredi à Zouk de Gary Sheehan à la tête du HC Ajoie? Stéphane. Ben, écoutez, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Cyril Page, dans le matin, a écrit un article en disant que selon lui, c'était fini, c'était devenu trop compliqué pour Gary de continuer l'avenir. Il n'y a plus d'avenir entre lui et son équipe. Sincèrement, j'en sais rien. C'est difficile à dire. Est-ce que ça vaut la peine, on en a parlé dans un nouvel check, est-ce que ça vaut la peine de changer d'entraîneur à 10 matchs de la fin? Il reste un mois et demi de hockey, hein, si on compte après la pause. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un gars dehors, d'engager quelqu'un d'autre pour finir la saison? Quel message que tu envoies? Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau sportif? La seule raison pour laquelle on changerait d'entraîneur, pour moi, c'est que la relation entre Gary et ses joueurs ne serait plus tenable, plus possible. On serait arrivé à un point de non-retour. Je vous dirais que j'ai parlé avec Gary samedi, j'ai eu une longue conversation avec lui. Et ce n'était pas son ressenti. Il a dit, écoute, il n'a aucun ressenti dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de signal fort dans un sens ou dans l'autre. Il a dit, moi, j'ai toujours du plaisir à la patinoire. Je suis toujours motivé à coacher cette équipe. Je n'ai pas perdu ma motivation. C'est difficile. Il n'a pas le sentiment d'avoir perdu son vestiaire non plus, même si certains, on voit, ils ont quand même démissionné. Et moi, je suis pas convaincu qu'on va aller dans cette direction-là. En fait, j'en sais rien. Ce qui m'étonne, par contre, c'est les déclarations qui ont été faites dans la presse, qui sont sorties. Il y a un article dans le matin qui a été fait, je pense, hier, et en disant qu'il nous annonçait, moi je le savais, mais qu'il nous annonçait que la décision de mettre le deuxième gardien dans la cage, c'est-à-dire le jeune junior de Fribourg, avait été prise par Julien Vauclair. C'est mis dans l'article. Et puis que Julien Vauclair est descendu dans le vestiaire après le match pour enguirlander les joueurs. Alors là, c'est 2 gestes forts d'un directeur sportif qui laissent peut-être présager qu'il veut prendre les choses en main et puis que quand un directeur sportif impose ses décisions, d'accord avec les entraîneurs, ou vous descendez dans un vestiaire, c'est des signaux qui ne sont peut-être pas très bons pour la suite. Est-ce que c'est tenable encore un mois et demi? À voir. Mais c'est justement, là, il reste un mois et demi à la saison. Ajoie est éliminé officiellement. Là. Il n'est même plus dans la course pour les pré-playoffs. Julien Vauclair a quoi à gagner à se précipiter à vouloir changer d'entraîneur? Parce que même si Ajoie va gagner 1 ou 2 victoires de plus cette saison, ça ne change absolument rien. Un nouveau directeur sportif qui arrive dans une équipe, pour moi, doit prendre le temps de 1, d'évaluer ses joueurs, de 2, d'évaluer tout son coaching staff. Il va certainement mettre en place les personnes qu'il veut mettre, mais à quoi ça sert de virer Gary là? Je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Et je ne vois pas non plus un entraîneur de carrière vouloir ce poste-là alors que l'équipe joue pour la forme. Là. Je veux dire, il n'y a plus rien à gagner dans cette équipe-là. Il y a certains joueurs qui vont commencer à être encore plus individualistes, à vouloir aller chercher des points au tableau ou vouloir aller chercher des contrats. Déjà, l'ambiance, même si tu amènes un nouveau coach, je ne pense pas que ça va être mieux que ce qu'on vit présentement. Bah, on a un entraîneur, on va lui poser la question, Serge. Alors, on t'a pas invité parce que on pense que tu seras le prochain entraîneur du HC Ajoie, mais en tant qu'entraîneur, dans une situation pareille, toi, qu'est-ce que tu ferais pour essayer de changer avec ces 3 semaines de pause? Bon, c'est clair, c'est très compliqué. Je dirais que c'est
c'est intéressant justement qu'il arrive une semaine de pause parce que je crois que tout le monde, le staff, les joueurs, ils ont besoin justement de se vider la tête. Alors ça, c'est dans un premier temps. Deuxième temps, ensuite, ben, il va falloir que l'organisation d'Ajoie, je veux dire, annonce ses couleurs clairement, comment qu'ils veulent finir la saison. Alors à partir de ça, je veux dire, l'entraîneur va être en meilleure posture justement pour dicter qu'est-ce qui s'attend de l'équipe et puis comment il veut travailler parce qu'il va avoir sûrement 2 semaines pleines de travail justement avant la reprise du 22 février. Donc à partir de ça, l'entraîneur, le staff de coach va pouvoir justement se mettre à table et puis fixer de nouveaux objectifs avec l'équipe pour la fin de la saison. Mais Julien Vauclair l'a annoncé quand il est arrivé. Il l'a dit, des fois, quand tu parles beaucoup, ça peut te revenir. Il a clairement dit, je ne viens pas là pour faire un coup de balai. Il l'a dit, il a annoncé ses couleurs en arrivant. Je ne suis pas ici pour faire un coup de balai, pour mettre tout le monde dehors pour commencer. Peut-être qu'il va être époussiéré au début. Avant de passer le balai, il va faire l'époussetage, il va enlever la poussière sur les meubles, puis il ramassera la poussière quand elle sera par terre. J'en sais rien. Mais il a clairement annoncé qu'il n'était pas là pour faire un coup de balai. Donc, mais de prendre la décision pour le gardien, de descendre dans le vestiaire après le match, ça ne donne pas l'impression qu'il n'a pas confiance de toute façon en son coaching staff? Ben, je pense que... Je ne sais pas si c'est une... Descendre dans le vestiaire, c'est une chose. Là, à un moment donné, tu as un certain nombre de coups de fusil comme... De balles dans ton fusil comme directeur sportif, puis je pense qu'il a déjà grillé une cartouche, on va dire comme ça. Pour le gardien, il y a Fribourg qui a une responsabilité là-dedans, parce qu'en prêtant le gardien, le jeune gardien, ils ont dit, nous, on aimerait que tu le fasses jouer cette semaine. Ça faisait partie un peu du deal de dire, on vous le prête, mais donnez-lui de la glace. On ne veut pas juste l'envoyer là sur le banc, alors donnez-lui quand même un match. Donc, c'est une espèce d'accord qui est entre Fribourg, puis Julien Vauclair, je pense qu'il s'est senti coincé en disant, là, je l'ai pris, ils nous ont rendu service, il faudrait peut-être que je leur rende service. Et puis, il se dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? Il y avait à perdre un match assez cinglant d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est toujours plus facile après, parce que si on l'avait mis dans la cage, puis le jeune avait gardé le match de sa vie, tout le monde aurait dit, waouh, ça a regroupé l'équipe, ça a soudé l'équipe, etc. Mais après coup, on se rend compte que ce n'est pas ça. Et puis nous, évidemment, on est dans les yaka, il y aurait dû, etc. C'est toujours facile après coup de juger, évidemment. Non, mais on sait que souvent, quand il y a Vas-y, Serge. Qu'est-ce qui arrive aussi dans ce problème de gardien de but junior de Fribourg qui arrive là? Je veux dire, le deuxième gardien à Ajoie, c'est un problème un peu de longue date. Ça dure depuis le début de la saison. On a essayé de rapiécer avec un prêt de la part de Östlund à Lausanne. Ça a fonctionné plus ou moins. Il y a eu la blessure de Tobias Stefan à Lausanne. Östlund a dû retourner. Ensuite, Wolf a dû assumer la grande partie des matchs du HC Ajoie. Ensuite, comme on sait, le gardien à Ajoie est beaucoup sollicité. Donc, à un certain moment donné, on a un peu un manque de solutions également du côté d'Ajoie au poste de gardien numéro 2. Par rapport à ce que tu disais, Stéphane, sur Loïc Gallet, je pense qu'ils ont aussi essayé d'avoir ce phénomène que tu as de temps en temps quand tu mets un jeune gardien ou un gardien un peu expérimenté, c'est-à-dire que l'équipe se regroupe devant. Et c'était peut-être pas, le timing était peut-être pas très bon. Après, Serge parle de Sloan. C'est vrai que là, il y a Vladi qui nous pose la question dans le chat. Il est prêté par Lausanne actuellement à Chaux-de-Fonds. Il était prêté à Ajoie. Il n'a pas été rappelé une fois que Tobias Stefan est revenu. C'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que les relations entre Ajoie et Lausanne finalement sont devenues très tendues au point que Sloan finalement joue en Swiss League plutôt qu'en National League. Ouais, je pense là-dessus, j'ai vécu un peu cette expérience-là, un peu de près, un peu à gauche, à droite. Bien entendu, je me mets à la place de Lausanne. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux, quand ils prêtent un gardien, bien entendu, ils s'attendent que le gardien joue tous les matchs. Alors, je crois qu'en ce moment, Lausanne a plus cette garantie du côté de Chaux-de-Fonds, que lorsqu'ils prêtent leur gardien, ils jouent tous les matchs. De l'autre côté, à Ajoie, on veut aussi continuer à faire jouer Tim Wolf. Et puis, c'est arrivé aussi à l'occasion que Östlund a dû s'asseoir sur le banc et puis regarder Wolf jouer. C'est un petit peu pour ça, selon moi, ce n'est pas une question de relation, mais c'est une question justement de qui joue à quel moment. Puis c'est dans la même ligue. C'est dans la même ligue aussi. Moi, les prêts dans la même ligue, je veux dire, c'est comme quand Mayer a été prêté à Langnau. Si Langnau pique des points ou donne des points à une équipe qui est en compétition avec Davos, c'est la même chose pour Östlund. Si Östlund va jouer pour le match de sa vie à
avec Ajoie. Ils sont en Berne se bat pour une place en play-off. S'ils jouent contre Berne, etc. Donc, Lausanne est aussi impliquée dans cette course-là. Donc, à un moment donné, tu ne veux pas te faire compétition. À un moment donné, tu veux, oui, que ce soit mieux pour ton organisation, mais si tu te fais de la compétition, les prêts à l'intérieur de la Ligue sont toujours plus risqués que les prêts entre deux ligues. Puis oui, il y a le nombre de matchs joués, là, mais je pense que Lausanne préfère voir Östlund garder les buts dans la 3e meilleure équipe de Swiss League que d'être une passoire à Ajoie. À un moment donné, question confiance du gardien. Oui, ça c'est ça. Mieux vaut dominer dans une ligue inférieure que de prendre dans une ligue supérieure. Exact. Ce sera un peu le mot de la fin sur les gardiens. On va encore prendre le commentaire de Fabrice qui nous dit par rapport à Gallet, le laisser sur 8 buts contre la meilleure équipe du championnat, c'est juste inadmissible. Ce qui va nous permettre de rebondir sur les 2 questions de Frédéric qui nous dit que pensez-vous de l'attitude de Zouk? Dans les années 90, Gauthieron avait affronté Coire et après 2 tirs, le score était 10-0 pour Fribourg. Le coach a mis le 2e gardien et fait jouer le 3e bloc au lieu du premier. Le score final fut de 12-2, il lui semble. C'est vrai que c'est quelque chose qui a dérangé de voir Zouk continuer à fond. Ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Alors on sait que sur les réseaux sociaux, c'est toujours très tendu dans les discussions. C'est blanc ou noir, parce qu'il n'y a pas de... C'est blanc ou noir, voilà. Il n'y a pas de juste Quand c'est par écrit, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de ressenti. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu as son émotion. Des fois, en écrivant, on a l'impression que c'est cinglant. Moi, j'ai mis sur Twitter, je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions. Je l'ai expliqué. Moi, ça m'a dérangé. J'ai trouvé ça irrespectueux de la part de Tangness. Et ce que j'ai expliqué, c'est que dans ma culture à moi, dans ma culture très nord-américaine, et c'est ça depuis l'âge de 10 ans, quand un adversaire a un genou à terre, tu ne tapes pas dessus pour encore l'enfoncer. C'est une question pour moi de respect. Et il y a ces lois non écrites. Je vais y revenir, mais je suis assez content d'en avoir parlé parce que je me rends compte, il y a des gens qui m'ont appelé ce week-end, ils m'ont dit « Steph, c'est sympa que tu en aies parlé, je n'avais jamais entendu ça. » Il y a des trucs dans la culture du coaching, des lois non écrites que je ne savais pas que c'était un peu comme ça dans le hockey, puis il y avait une tendance aussi forte. C'est très nord-américain, c'est très NHL, c'est très... Mais je suis content d'en parler parce que les gens se sont ouverts à ça. Puis là, il y a des gens qui ont réagi positivement ou négativement. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. C'est un échange. C'est une question de valeur, c'est une question de culture. Et puis moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entraîneurs. Je vous l'ai dit vendredi, quand j'ai dit ça, je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Les réactions que j'ai eues, moi, j'ai eu contact avec une demi-douzaine de clubs, avec des gens qui sont impliqués dans le coaching d'une demi-douzaine de clubs de National League ou de Ligue B. Et puis, ça me renforce dans mon jugement parce qu'ils m'ont tous dit, tous, et Steph, on le sait, c'est une loi non écrite, il y a des trucs qui se font pas. Tout le monde n'a pas la même attitude par rapport à ça, mais oui, la majorité le font, respectent ça en général. Après, il y a des si, peut-être, il y a des conditionnels. Je vais laisser Serge expliquer la situation, les choix que le coach doit faire. Mais tout le monde, j'ai même parlé avec Jason O'Leary qui était impliqué là, dans les discussions sur Twitter. Il m'a appelé, il m'a dit « Steph, je suis tellement d'accord avec toi. » Mais il dit en Suisse, en Europe, il y a des coachs qui ne sont pas dans cette logique-là. Pour eux, ils ont une conception complètement différente des choses. Tangness en fait partie. Le nom de Tangness est sorti dans les discussions comme étant un coach qui, lui, ne pense pas de cette façon-là. Alors moi, je trouve ça irrespectueux. Je ne trouve pas ça correct sur le fond, mais c'est un jugement de valeur. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de jouer. L'idée, ce n'est pas arrêter de jouer au hockey, c'est que tu joues ton jeu normal, puis si ton équipe dans le jeu en marque encore 3, ben c'est comme ça. Tu n'arrêtes pas de jouer, tu ne prends pas l'autre équipe en pitié, ça n'a rien à voir. La seule chose que j'ai dit, c'est que tu ne mets pas ton premier powerplay systématiquement à 5 contre 3 et à 5 contre 4 sans arrêt tes meilleurs joueurs sur la glace. Tu fais tourner ton banc. Puis si ça donne que c'est ton premier bloc qui est là, tant mieux. Si ça donne que c'est ton 4e bloc, c'est comme ça. Tu fais juste tourner ton banc. Tu ne dis rien de spécial à tes joueurs. Tu laisses aller. C'est pour ça que les gens qui vont chercher des feuilles de match pour prouver que moi, il y a des équipes qui ont mis leur powerplay à la fin, ça n'a pas de sens parce que si ça donne que c'était la première ou la deuxième ligne qui était sur la glace, puis le coach les a laissés là parce que c'était leur tour, ben c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il a mis son premier powerplay. Donc, il y a des trucs. Et c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et moi, je pense que c'est une question de culture. C'est un débat qu'on peut avoir et toutes les opinions sont bonnes. Mais ce que je peux vous dire, et Serge, je vais laisser la parole à Serge, c'est que cette loi non écrite-là, elle existe et les joueurs le savent. Et il y a une autre loi non écrite qui est aussi pas prendre un temps mort quand tu mènes par plusieurs goals pour te moquer de l'autre équipe. Je vais laisser Serge parler, s'exprimer là-dessus, puis je reviendrai avec certains détails, certains exemples que j'ai vécus comme coach dans les mouvements juniors et comme arbitre aussi. Je laisse la parole à Serge. D'accord. Bon, dans un premier temps, je vais être clair, je veux dire,
je ne connais pas aucun entraîneur qui va rentrer dans le vestiaire après le deuxième tiers, même si on gagne 6-7-0, qui va dire à son équipe, OK, les gars, maintenant, on lève le pied, on a assez marqué de goals. Ça n'existe pas parce que comme entraîneur, tu veux développer des bonnes habitudes de travail. Donc, tu veux que tes joueurs soient engagés à fond pour les 60 minutes du match. D'où le point que je veux toucher, par contre, parce que là, on parle du cas spécifique du power play sur une situation, je crois, qui était de 9-0, un truc comme ça. Ouais, quand tu es coach et puis que tu es derrière le banc, puis ton équipe gagne 9-0, tu as deux options. Alors, ou tu donnes un petit sucre à tes joueurs qui jouent habituellement en power play pour leur permettre de bonifier leurs statistiques personnelles en essayant de marquer, accumuler un autre point, un 10e point justement dans le match qui vont là à la faveur de leurs statistiques personnelles. Ou sinon, tu prends l'occasion, tu sautes sur l'occasion justement pour donner aussi un sucre, mais à ton, comme on dit en anglais, au bottom six, à tes joueurs qui ne jouent jamais en supériorité numérique. Tu leur donnes à ce moment-là l'occasion justement parce qu'eux aussi aiment marquer des goals et puis souvent, ils ne sont pas dans les situations privilégiées de jouer en supériorité numérique. Donc, pour un coach, c'est une occasion justement d'avoir de la reconnaissance pour ces joueurs-là qui travaillent fort et puis qui voient très peu d'action en situation de power play. Et puis, c'est quoi l'attitude des joueurs, Serge? L'attitude, ils réagissent comment, les joueurs? Est-ce que tu leur dis pas de lever le pied, mais il y a des joueurs qui ont le common sense. Comment ils réagissent, les joueurs? Mais Steph, juste avant que Serge réponde, comme joueur, j'ai joué quand même une bonne partie de ma jeunesse, là. Et quand on menait avec des grosses avances comme ça, je me disais toujours, bon, ben, je vais jouer un peu plus. Si, par exemple, je n'étais pas un joueur dominant dans mon équipe, ben, là, je vais avoir un petit peu plus de minutes qu'à l'habitude parce que les rôles changent un peu, parce que le match est gagné d'avance. Et si le coach ne fait pas plus appel à moi, je vis une frustration comme joueur. Et ça, c'est là, c'est le fair play en même temps, je pense, du coach de reconnaître ça. Parce que le boulot qui est fait par le 3e et 4e bloc est aussi important que le boulot des premiers et 2e. Chacun a son rôle dans l'équipe. Mais là, quand le match est gagné d'avance, c'est 9-0. Jamais je croirais que tu ne peux pas réfléchir et te dire, ben, il y a des gars ici qui mériteraient peut-être justement le petit sucre qui vient faire, écoute, une petite tape dans le dos puis, pour garder un peu tous tes joueurs en respect avec toi. Mais le sucre, le Tangnes a fait exactement la même chose contre Langnau lorsque le score était 6-2. Ils ont joué contre Langnau la semaine passée, ils menaient 6-2, il y a eu un but dans la cage vide, il y a eu un power play après, et à 6-2, il est revenu avec Hoffman, son premier power play, il a marqué 7-2, 8-2 contre un gardien junior, etc. Déjà, ça m'a dérangé. C'est ce que relevait Georges-Henri également dans le chat. Il l'a fait déjà comme contre Langnau, je me dis, OK, là, je me suis dit, bon, il donne un sucre à Hoffman, il vient de revenir, superstar, gars de la place, les gens veulent le voir, sont contents, OK. Mais ça a fait chier un peu Langnau, mais c'est comme ça, surtout qu'il y a un gardien junior dans la cage, pauvre gars, deuxième gars. Bref. Et je me dis, il l'a déjà donné le sucre cette semaine. Mais là, à 8-9-0, il faut encore donner, faut encore remercier ou envoyer tes meilleurs joueurs pour qu'ils marquent des buts. Après, on peut dire que c'est un match à la maison, les gens payent pour voir Hoffman, ils ne payent pas pour voir le 4e bloc. OK, il y a des trucs que je peux entendre. Je sais que la discussion a débordé aussi sur les mouvements juniors. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas ça qu'on enseigne à nos jeunes, c'est de jouer à fond jusqu'au bout, c'est ça, respecter l'adversaire. Comme Serge a dit, personne qui a dit d'arrêter de jouer au hockey. Joue au hockey. Si tu en marques 3 autres, parce que tu tournes ton banc puis tout le monde joue, puis tu en marques 3 autres, ben tu en marques 3 autres. C'est aussi l'autre équipe qui ne doit pas s'arrêter de jouer. C'est aussi un respect de l'autre équipe de continuer à se battre et pas abandonner. Mais il n'y a aucun entraîneur de mouvement junior. Moi, j'étais chef de formation pendant 10-15 ans. Serge, je t'ai occupé du mouvement junior à Lugano. J'ai coaché au Canada des gamins aussi. Il n'y a personne qui dit à des gamins d'arrêter de jouer au hockey, mais il n'y a personne non plus qui dit à des gamins continuez de les écraser. C'est 16-0, 12-0, 9-0. On sait que ça arrive dans les mouvements juniors. Allez, vas-y, on y va. Puis si j'ai mon power play, j'envoie mon meilleur scoreur qui a déjà marqué 6 buts. Ça n'arrive pas. Et ça, ce n'est pas de la bonne éducation. Ce qu'on dit aux gamins, c'est jouez la fine, sautez pas dans le plexi à 12-0 parce que ça n'a plus de sens. Levez les bras, vous avez le droit d'être content, mais soyez respectueux. Puis le coach tourne ton banc, fait jouer tout le monde à son tour. Puis tu ne peux pas pénaliser non plus ton meilleur bloc. L'idée, ce n'est pas de dire ton meilleur bloc reste sur le banc parce que toi, on va laisser marquer les autres. Ce n'est pas ça. Mais dans les mouvements juniors, je peux vous dire que le message, c'est ne vous moquez pas de l'adversaire, continuez de jouer au hockey, mais soyez respectueux. Allez, une éthique. Mais ça, c'est depuis l'âge de 10 ans. Donc, moi, j'étais chef de formation, je peux vous dire ça. Donc, ça a débordé sur toutes sortes de trucs. Et Serge, tu as aussi d'autres exemples
d'équipe qui a pris son temps mort, de fair play, etc., que tu peux nous donner? Oui, effectivement, je veux dire, j'ai vu des équipes justement qui étaient impliquées dans une défaite de 6-7-0 et puis le coach à 6-0 demande un temps mort pour essayer un jeu spécial en supériorité numérique. Je veux dire, les entraînements sont faits pour ça, je veux dire, de prendre le temps d'essayer des trucs, etc. Quand tu es en avant, je veux dire, demander un temps mort. J'ai vu certains joueurs qui ont passé devant le banc adverse pour signifier au coach qui perdait 6-7-0 en levant la main et s'excusant pour dire c'est pas Mon ça coach, qu'on peut faire, quoi. On s'en excuse. Donc, ce côté-là, je veux dire, il faut aussi faire attention. Puis, qu'est-ce que je reprends que Jonathan aussi a dit tout à l'heure, je veux dire, en mentionnant les joueurs qui jouent un peu moins, quand le score est très élevé, s'attendent justement d'avoir plus de temps de glace. Mais moi, je l'ai fait l'expérience sur ma propre personne, justement la saison dernière à Lugano, quand on a gagné un match avec un très haut score. J'ai envoyé justement un bloc, mon 4e bloc, justement, compléter la 2e minute de power play. Et puis, ils ont effectivement marqué. Et puis, mes joueurs qui jouaient les premiers rôles dans les 2 premiers blocs, qui étaient sur le banc et puis qui ont vu le 4e bloc marqué, mais ça a vraiment créé, justement, renforcer les liens de l'équipe. Ils étaient super contents pour le 4e bloc qui venait de marquer parce que c'était aussi à leur tour, justement, de participer au festival offensif, quoi. Puis même en Amérique, Serge, il y en a qui vont même plus loin. Tu m'expliquais samedi que si tu es en avance par 10 goals puis l'autre équipe met son 4e bloc sur la glace, il y a des coachs qui n'envoient pas leur premier bloc, envoient le 4e bloc. C'est juste? Exactement. Par respect, parce qu'on est tous d'accord, je veux dire, que les coachs essaient le plus possible de jouer, comme on appelle, le match-up. Alors, quand le match est plus ou moins les destinées du match est déjà joué. Alors, si moi, par exemple, je suis en avant et puis je suis derrière et puis je mets mon 4e bloc en premier sur la glace, alors l'autre coach va réagir de la même façon en mettant le 4e bloc sur la glace. Ça, c'est une forme de respect au hockey sur glace. Donc, c'est des trucs, c'est non écrit. C'est ça. Je vais plus loin que ça, messieurs, parce qu'évidemment, j'ai consommé du hockey nord-américain toute ma vie. Et hier, Stéphane, on commentait la NHL, on voyait Ryan Reeves jouer. On a parlé de Tom Wilson aussi. Un de ces 2 gars-là est dans l'équipe d'Ajoie. Si le match se passe en Amérique du Nord puis que l'équipe se fait défoncer comme ça et qu'Hoffman est sur la patinoire à un 5 contre 3, je peux vous dire que la présence d'après, Tom Wilson attend Grégory Hoffman et probablement que ça va mal finir. Il y a une notion de protection de joueurs aussi. Évidemment, en Suisse, on n'a pas cette culture-là parce que les bagarres sont pas monnaie courante. Peut-être que le jeu est un peu moins salaud que ce qu'on voit parfois. Là, les joueurs qui traînent des réputations comme Tom Wilson ou comme Ryan Reeves, il y en a moins ici. Mais la notion de protéger ton joueur quand tu mènes, que le match est déjà gagné, pour éviter justement ce genre de geste de frustration contre tes meilleurs joueurs, en Amérique du Nord, c'est quand même quelque chose qui se voit beaucoup plus. Ce qui arrive en Amérique du Nord, tu n'as même pas besoin de le dire. Les coachs, si un coach fait ce que Tangness a fait samedi et que c'est considéré comme une insulte, s'il n'y a pas eu des fois, il peut y avoir des antécédents qui expliquent ça, mais s'il n'y a pas eu d'insulte qui fait ça, le coach, il ne dit rien. Mais les joueurs sur le banc, ils viennent front fou parce qu'ils disent, attends, ils se moquent de nous, là, ils sont en train de nous humilier, etc. Ce que les joueurs qui vont sur la glace, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils vont s'en prendre aux meilleurs joueurs adverses. Là, il y a un joueur qui serait sorti du banc puis il aurait tenté de slasher Hoffman, cross-checker Hoffman, aller le chercher, déclencher une bagarre ou tenter même de blesser ou de faire mal aux meilleurs joueurs de l'autre côté pour dire hey, vous voulez nous moquer, vous voulez vous moquer de nous, les gars? Là? Ben, nous, on va répondre. Vous foutez de notre gueule, pas de respect. Ben voilà ce qui va vous arriver. Et là, c'est la violence, etc., les bagarres qui peuvent déclencher. Je ne cautionne pas ça, mais c'est une espèce de réflexe naturel. Quand tu perds, tu joues au ping-pong avec quelqu'un qui te fout une raclée, tu es frustré. Puis si, pour te montrer qu'il te respecte, il faut qu'il t'en foute une encore plus, qu'il te mette 21-0, ben ça te fait péter les plombs. Mais c'est exactement la même logique. Et moi, comme arbitre, j'ai vécu des trucs comme ça. Il y a un entraîneur canadien qui s'appelle Doug Shedden, qui arbitrait, puis il prenait une secouée un soir. Il coachait. Le coach adverse, c'est un coach suisse. Je ne le nommerai pas parce que c'est une légende. Mais Shedden coachait comme un coach suisse. Shedden, son équipe allait mal. Il avait changé son gardien, il était frustré, etc. À la fin du match arrive, il reste 3 minutes, un power play. Le coach suisse de légende, il met son premier power play sur la glace. Ah, peut-être pour remercier ses meilleurs joueurs pour qu'ils fassent des points. J'en sais rien. Serge en a parlé. Shedden, franc fou. Moi, j'étais l'arbitre qui faisait le changement. Shedden, franc fou, commence à hurler sur le banc, etc. Il m'appelle, il me dit
il fait exprès, il veut la merde, il va l'avoir la merde. Dis-lui de changer sa ligne. Je vais voir le coach de légende, je lui dis, s'il te plaît, là, tu fais exprès, là, c'est le match est joué, c'était déjà un peu tendu. Je dis, tu ne peux pas mettre d'autres joueurs sur la glace. Il dit, de quoi tu me parles? Quoi? De quoi tu me parles? Il n'avait jamais entendu parler de ça ou il ne voulait pas entendre parler de ça. Du coup, bien évidemment, moi, je veux dire, j'étais très, très attentif. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai été obligé de siffler une pénalité pour slash, pour cross-check, etc., parce que les joueurs de jeu ont pété les plombs contre les meilleurs joueurs adverses parce qu'ils ont senti ça comme de la provocation. Donc, à un moment donné, comme arbitre, ben, tu ne peux pas, mais des fois, tu as l'air de dire que ça m'est arrivé une autre fois que je faisais signe au coach, s'il te plaît, rajoute-en pas, parce qu'après, les arbitres, ça les met dans la merde. Donc, c'est tout. C'est une espèce de loi non écrite comme ça, de trucs qui se font pas et qui peuvent. Évidemment, samedi, Gary n'a pas apprécié, mais Gary n'était pas en position pour commencer à péter les plombs, faire un cirque. Hein. C'est pas Patrick Roy pour aller taper sur le plexiglas entre les bras, d'autant plus qu'il n'y en a pas. Patrick Roy, il aurait pété une coche, il aurait voulu s'en prendre au coach adverse, il aurait tiré une gourde sur le banc, il aurait déclenché une bagarre. Je veux dire, moi, je vais vous donner l'exemple de mon fils. Il joue pour Patrick Roy. Il y a un match que j'étais là au mois de novembre. Il menait 5-0 au premier tiers contre Bécomo, qui était un peu décimé, qui avait son deuxième gardien. Le match était en plus à la télé, on est sur le réseau de TVA Sport. Il y a des gens qui regardaient. Patrick a été respectueux. Il a dit, je ne veux pas leur foutre une raclée, mettre mon premier bloc tout le temps. Ben, mon fils, qui est tout le temps sur le premier power play ou presque, qui est le premier joueur de centre de cette équipe-là, il a joué au premier tiers, il a fait 2-3 points. Et puis le reste du match, il a joué 3-4 minutes par tiers, son chiffre régulier, plus de power play, et tout ça. Puis Théo, mon fils, a très bien compris. Il a dit, c'est bon, respect, t'as vu l'autre équipe, machin. Puis il jouait 2 matchs après contre eux. Ça, c'est le respect. Il a tourné son banc, puis c'est tout. Théo a fait une fois une fin de power play parce que c'était à son tour. Et puis c'est normal comme ça. Et c'est dans ça. Alors, certains diront que c'est l'ancienne mode, c'est l'ancienne garde. Patrick Roy, c'est l'ancienne. Je pourrais écouter ça. Jason O'Leary me disait, les jeunes aujourd'hui n'ont plus cette notion-là, les jeunes coachs. Il y en a qui ne pensent pas comme ça. Fine, Tangness ne pense pas comme ça. Je peux vivre avec. Moi, je dis mon opinion, que je trouve ça irrespectueux. Après, chacun a le droit de faire de se faire une opinion. Je vous propose, messieurs, qu'on regarde un petit peu les commentaires qu'il y a eu, parce que forcément, il y en a eu beaucoup. Alors, je vais commencer avec Fabrice qui dit pareil, je trouve ça aussi inadmissible d'humilier 2 équipes et 2 jeunes gardiens, que ce soit celui de Langnau ou Gallet avec Ajoie et un Hoffman qui jubile. Rodrigo, lui, nous partage une expérience qu'il a vécue en 4e ligne où son équipe perdait 8-2 et l'équipe en face avait absolument voulu marquer encore et encore. Notre coach a pris un temps mort, il restait 4 minutes à jouer, ça s'est terminé en bagarre générale. Quentin nous dit Tangness doit jouer hockey manager et avoir ses propres joueurs dans son équipe. Ludovic nous dit on n'est pas en train de créer un championnat à 3 vitesses avec des équipes comme Langnau et Ajoie. Fabien, si tu fais pas jouer un peu plus tes jeunes dans ces situations, donc dans ces matchs-là, tu les fais jouer quand Je continue. Ludovic, à nouveau, c'était tout petit de la part du coach de Zug. Mais bon, il a le droit de gérer son équipe comme il veut. Mais c'était pas classe absolue que de chercher à écraser un adversaire manifestement plus faible. Les Fribourgeois rappellent qu'à l'époque, ils avaient Sean Hines pour faire la police sur la glace. Georges-Henri a reconnu le coach de légende. Et puis Patrice nous dit finalement, ça s'est terminé tranquillement par une chenille des supporters à Joulot dans les tribunes zougoises. Donc, voilà. Moi, j'ai une question pour Serge. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà été dans les souliers d'un Gary Sheehan hier, de te faire vraiment de perdre par haut score et de voir l'entraîneur continuer à utiliser son premier bloc et pas respecter cette fameuse loi non écrite qui existe. Mais si tu es dans cette situation-là, tu fais quoi? Tu essaies de gérer ton banc, de calmer les joueurs qui l'ont certainement remarqué. Tu jettes un coup d'œil à l'entraîneur. Tu réagis comment à ça? Bon, c'est clair que c'est une situation qui est difficile pour Ajoie. Je veux dire, là-dedans, dans cette situation-là, tu essaies justement de stimuler tes joueurs, justement de pousser jusqu'à la fin pour que l'humiliation soit la moins forte possible, quoi. C'est la seule chose qui te reste à faire dans cette situation-là, parce que, effectivement, qu'un score semblable, c'est... tu as hâte que le match finisse, donc tu veux au moins le finir de la meilleure des façons. Serge, il y a seulement pour compléter ce que Stéphane a dit tout à l'heure, moi, ça m'est déjà arrivé justement que j'étais dans la situation justement de Zug, qu'on gagnait par un gros score, et puis à certains joueurs justement, puis ce n'est pas nécessairement des Nord-Américains, c'est autant des Suédois
ou des Finlandais, parce que moi, je ne vais pas faire de débat politique avec cet épisode-là, qui sont retournés vers moi, puis qui, eux, étaient mes joueurs de powerplay, qui m'ont tout simplement dit écoute, Serge, vas-y, mets le jeune à ma place à la défense, ça va lui faire prendre confiance. Il peut jouer quelques changements, justement, en powerplay sur la fin du match. Les destinées du match sont déjà décidées. Et puis, en plus, on a encore un match demain. Donc, ça me permet un petit peu de jouer quelques minutes de moins pour pouvoir être frais pour le match du lendemain. Donc, à quelque part, je veux dire, il y a aussi des attitudes de joueurs qui préfèrent justement que certains autres joueurs aient un peu petit sucre, un petit bonbon pour pouvoir justement jouer ces situations de fin de match. Il y a des gens qui sont sortis en disant la Joie l'a fait en Ligue B, ils ont écrasé leur adversaire, Hazen et Davos étaient sur le powerplay en fin de match, etc. Alors, je leur réponds, s'il a fait ça, c'était pas correct. Je ne cautionne pas plus ça que ce qu'ils se sont fait faire. Alors, je ne suis pas plus d'accord parce que c'est la Joie, puis la réponse est parce qu'ils ont poussé en premier, il faut qu'on leur fasse. C'est deux ligues différentes, c'est deux ligues qui sont moins exposées différentes, et je pense que l'effet est bien plus flagrant en National League de ce côté-là. Et puis moi, je vais revenir aussi rebondir sur ceux qui ont remarqué, on avait le Ajoie quand ils ont reçu Zurich à la maison. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans le back-check pour ceux qui étaient avec nous. Ils ont gagné facilement Zurich le deuxième match. Le premier match a été compliqué, mais le dernier match qu'ils ont joué... Le premier match, c'est Ajoie qui l'a gagné. Oui, le deuxième match était 6-1, je pense, quelque chose comme ça. Et vous avez vu que Grönborg a fait tourner son banc à peu près toute la soirée. Et puis, les joueurs de Zurich, leur body language, quand ils marquaient un but, ils n'ont jamais eu le triomphe facile. Tu ne les voyais pas comme ça, tu ne les voyais pas se lancer dans le plexi. Ils levaient les bras, ils se félicitaient, et c'est normal. Même Pedretti, quand il marque son but, OK, merci, un petit sourire, c'est bon. Ils retournaient au banc, pas de sourire, pas trop d'émotion. Ils ont le droit de se féliciter, s'asseoir au banc, puis c'est fini. Il y avait un respect de dire on ne vient pas à Joie pour humilier un adversaire qui est en peine. On vient chercher les 3 points, on rentre à la maison. Et ça vient, je pense, un peu de l'entraîneur. Je ne suis pas sûr qu'il en a parlé. Mais ça vient aussi du fait qu'il y a énormément de joueurs qui ont joué en Amérique du Nord, en NHL, etc. Des joueurs qui ont joué à un haut niveau et qui comprennent très bien la game à ce niveau-là. Serge, ton avis? Oui, tout à fait. Je pense que j'ai apprécié justement le comportement des joueurs de Zurich sur cette victoire-là à Joie. On avait un peu la même chose avec également les joueurs de Fribourg. Dans leur dernière défaite à Joie, c'était très réservé comme célébration après chaque but marqué. Et puis, je pense que mérite justement revient au bon comportement de ces joueurs-là, justement, après les buts marqués, quoi. Puis les joueurs, des fois, tu n'as pas besoin de leur dire, puis ils comprennent qu'on ne va pas essayer d'écraser l'adversaire. Le coach, comme tu dis, il laisse aller le truc, puis c'est le sens commun, ça fait partie du truc, c'est une espèce d'automatisme, et puis voilà, mais voilà, tout ça pour dire aux gens que, puis parmi les coachs que j'ai sondés, à qui j'ai parlé, avec qui j'ai eu des contacts, il n'y a pas que des entraîneurs canadiens, je vous le garantis, il y a des entraîneurs suisses qui sont très sensibles à ça aussi et qui savent ça. Donc, pour les gens qui n'avaient jamais entendu parler de ça, bien, tant mieux. Après, chacun a le droit à son opinion, pas de problème avec ça. Moi, j'ai dit le mien, et je supporte ce que j'ai dit, je renforce ce que j'ai dit, je tiens ma position là-dessus. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et puis je n'ai jamais traité à Joie, à Pajoug d'arrogant ou de champion, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. En aucun moment. Il y a Nicolas qui demande, qui relève par rapport à Ambry, la victoire 10-4. Est-ce que Ambry a pas forcément lâché le pied sur Genève en début de saison? Stéphane, toi qui avais suivi ce match-là, le 10-4. La question. Ouais. Par rapport à est-ce que Ambry avait levé le pied face à Genève lors du 10-4? Ben, moi, je peux vous dire qu'à la fin du match, Ambry n'a pas mis son premier powerplay sur la glace. Mais il y a une chose aussi. Je peux vous le dire, dans ce match-là. C'est que moi, j'animais le studio. Steph, on était ensemble. On a décidé d'y aller, justement. Il restait 6 ou 7 minutes à la troisième période. Et à ce moment-là, c'était 6-4 pour Ambry. Donc, l'histoire est quand même différente. Marque un but, tu veux quand même pas... C'est ça, à partir de quel score tu fais ça? C'est ça. L'intensité de la troisième période, c'était encore très serré au moment où on est allé voir le match. Et après, c'est devenu vraiment la 8-4, ils ont eu un power play. Il y avait Grassi sur la glace, sur Ferrari, il y avait le 3. Puis ils ont mis Pestoni parce qu'il y avait déjà 3 buts dans le match ou 4 buts dans le match. Et puis ça, c'est une belle story. Ça, c'est le genre de remerciement d'un coach. Il va réussir son trou du chapeau, il va marquer son 4e but, ça va lui redonner confiance. Mais
à part ça, les autres joueurs sur la glace, ce n'étaient pas les joueurs habituels de powerplay. Il faut dire que Luca Cereda est très, très sensible à ça. Lui a vécu des épisodes pas tristes concernant ça en Amérique d'ailleurs. C'est assez intéressant. Peut-être qu'une fois, il pourra le raconter. Mais ça l'a sensibilisé. Hein. Son expérience nord-américaine l'a sensibilisé sur ce genre de choses. Et puis, moi, je vous dirais même qu'il y a des entraîneurs qui m'ont dit bon tweet, Steph, tu as bien fait d'en parler parce que c'est des trucs que les gens n'identifient pas, ne voient pas. Et ça fait du bien d'en parler. C'est correct qu'il y ait un débat là-dessus. Et Tangness a le droit à son opinion aussi. Moi, j'ai donné la mienne. Et puis, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Mais c'est bien, ça fait partie de la culture. C'est aussi notre rôle, nous, les médias, les gens, les analystes, de soulever ça, puis d'échanger avec des gars comme Serge qui ont vécu, puis qui peuvent vous dire de l'intérieur comment ça se passe. Il y a tu dis que chacun a droit à son opinion. Excuse-moi, Serge. Pascal n'est pas d'accord avec un aspect. Il dit le manque de respect, ça aurait été de pouponner le HCA. Prendre des gifs, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. On dit pas de on a dit qu'il fallait continuer à jouer. Mais simplement, tu fais tourner tes lignes. Serge, vas-y. Oui, non, disons que comme coach, on est d'accord que on est plus sollicité à pousser les joueurs qu'à les retenir. Hein. C'est ça. C'est-à-dire. Bon, messieurs, je crois qu'on a fait largement le tour de la question. Mais c'était très intéressant de vous écouter. Moi, j'aurais pu vous partager mon expérience dans un autre sport avec de nombreuses règles non écrites qui viennent aussi d'Amérique du Nord, où j'ai été joueur, coach, arbitre dans ces situations où, justement, l'entraîneur nous disait de ne pas humilier trop, notamment en junior où il n'y avait pas en Suisse de catégorie aussi bien séparée, c'est-à-dire on était junior moins de 17 ou adulte à plus de 17 ans, et quand on joue contre des gamins de 10 ans, on fait attention à 17 ans de ne pas non plus les humilier en jouant la balle au bon endroit. Je vous propose qu'on enchaîne et puis qu'on parte du côté du Lausanne Hockey Club. Le Lausanne Hockey Club qui termine par une défaite, c'était jeudi à Zurich. Alors on sait qu'on est toujours aussi bon que le dernier match qu'on a joué, mais dans l'ensemble, depuis le début 2022, le Lausanne Hockey Club a fait plutôt une bonne impression. Et là, je vais me tourner vers Serge pour commencer la discussion. Qu'est-ce que toi, tu as vu de mieux dans ce Lausanne Hockey Club ? Moi, j'ai surtout vu ces 3 victoires d'affilée, justement, qui leur ont servi à reprendre confiance. Et puis, je crois que l'élément, le dénominateur commun, justement, du côté de Lausanne, c'était le retour au jeu de Tobias Stéphane. Parce que les 2 premières victoires qu'ils ont eues, justement, à son retour, il a été un grand artisan, justement, de ces 2 victoires. Ça a vraiment relancé. Par contre, dommage pour eux qui ont le match du centenaire, que ça a été difficile, justement, de battre à joie à domicile. Et puis, le dernier match avant la pause à Zurich, mais à un certain moment donné, c'était déjà 5-0. Ça s'est un petit peu fini de drôle de façon, justement, comme on dit, la manière n'était pas là dans ce dernier match contre Zurich. On avait un peu un Lausanne revenir dans ses travers, quoi. Leur retour de quarantaine, j'ai l'impression que cette pause-là leur a fait du bien. Et il y a certaines équipes que j'ai l'impression que peut-être la pause olympique va faire du bien. Et Lausanne est peut-être une équipe comme ça. Depuis le début de la saison, elle est un peu dans un tourbillon négatif. Et là, tu as la pause de la quarantaine, reviennent, il y a du positif, on peut en tirer tout ça. Et là, tu as 3 semaines de pause où vraiment, là, tu peux éteindre la lumière, mettre la switch off, là, comme on dit au Québec, et sortir un peu du cadre du hockey. Et quand tu reviens, peut-être qu'on va avoir une équipe qui encore va bénéficier de cette pause-là de 3 semaines. Parce que pour certains clubs, ça arrive au mauvais moment. Et j'ai l'impression que pour Lausanne, peut-être que pour la fin de la saison, ça peut être bénéfique d'avoir mis un peu une espèce de frein sur la saison, d'avoir tourné la page sur ce qui s'est passé au début de l'année, puis d'essayer de bâtir sur le positif qu'on a vu depuis le début 2022. C'est exactement ce qui a été dit quand tu Qu'est-ce que tu dis là, Jonathan? C'est très intéressant. Je pense que cette saison, ça va être justement l'épisode clé, l'inconnu de la pause des Jeux olympiques, comment que les clubs vont revenir de cette pause, parce qu'il y a des clubs qui ont beaucoup de joueurs qui sont impliqués aux Jeux olympiques. On sait qu'en ce moment, en Chine, avec les quarantaines, le COVID ici et ça, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. On va voir comment que les joueurs vont revenir de tout ça. Également, il va y avoir ce niveau d'émotion-là, parce que bien entendu, les différentes équipes, tu as des équipes qui vont sûrement monter en puissance au niveau émotionnel aux Jeux olympiques. Tu en as d'autres qui vont peut-être vivre de grandes déceptions, qui vont revenir dans leur club peut-être avec certaines souffrances. Donc, ça va être intéressant de voir comment que
les clubs ont travaillé avec leur effectif suite au retour de leurs joueurs des Jeux olympiques. Mais ce que tu disais, Joe, tout à l'heure par rapport à la pause, à la quarantaine, c'est ce que Tim Beson a dit au retour de quarantaine, c'est on a pu se dire les choses en face avec les meetings d'équipe virtuels. On a mis les choses à plat, on est revenu, on est en gros une nouvelle équipe pour ça. Et Serge, tu avais parlé du retour de Tobias Stephan, c'est Fabrice qui dit la même chose que toi, qui va dans ton sens. Et il y a Ludovic, lui, il y a aussi Sekac qui revient, qui est revenu en forme et qui a fait notamment une très belle dernière semaine. Et puis pour Sacha, non, je ne sais pas faire l'accent québécois. Et de toute façon, je trouve voir ça, les commentaires aussi. je trouve ça insultant vis-à-vis de mes camarades québécois d'essayer de parler avec leur accent. Voilà. Stéphane, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le Lausanne Hockey Club après cette parenthèse. Stéphane, il faut que tu allumes ton micro. Je parle tout seul. Excusez-moi. Ça m'arrive une fois par émission, mais ça arrive, c'est bon. Oui, effectivement, je trouve qu'il y a eu du mieux. Voilà, c'est catch. Mais quand il y a un joueur qui a une étincelle en attaque qui est sur une bonne lancée, tout à coup, le Lausanne Hockey Club se met à gagner. Il n'y a pas de miracle. Je veux dire, ça revient toujours à la même logique. Le volume de jeu est là. Je trouve qu'il y a toujours un petit peu des problèmes d'exécution, mais dès qu'il y a une étincelle à l'attaque, un joueur tout à coup provoque cette étincelle à l'attaque, finit ses jeux, provoque quelque chose, produit une attaque, tout à coup, les victoires s'enchaînent. Donc, ça confirme ce qu'on dit depuis le début de l'année. On a de la peine à marquer des buts, on manque de finisseurs. Quand votre top scorer a 28 points, là, puis que votre joueur de concession, qui est supposé être Christophe Berchi, votre joueur suisse de concession, a 24 points, et quand vous dites que le top scoreur d'Ajoie a plus de points que votre top scoreur, peut-être que vous manquez de leader à l'attaque. Il y a beaucoup de joueurs peut-être trop de joueurs qui se ressemblent. Il y a une question justement par rapport à Berchi de Rodrigo qui nous demande si Berchi joue avec le frein à main avant les JO. Non. Alors pour ceux qui écoutent, vous n'avez pas vu la tête de Steph, mais ça valait le coup d'œil. Non, pourquoi lui jouerait avec le frein à main? Est-ce qu'il joue au frein à main depuis 2 mois? Là? Parce qu'il ne produit pas sur une base régulière. Regardez ses performances. Il n'y a pas eu vraiment de gros pics de performance. Alors, je ne crois pas. Pourquoi lui jouerait sur le frein à main et pas d'autres? Parce que d'autres qui vont aux Jeux olympiques qui vont plutôt bien, il me semble. Donc, non, je crois pas ça. Je pense que Berchi Et comme Berchi, c'est un gars de 30-40 points par année. C'est un gars qui va te compléter une bonne ligne s'il y a un bon joueur de centre et tout ça, qui va te générer de l'attaque. Mais ça reste pas un gars d'un point par match dans cette ligue-là. Il fait du Berchi, quoi. Il est bon, mais c'est un bon joueur, mais c'est pas un top joueur de notre championnat. Il y a des questions qui se soulèvent sur Charles Hudon, parce qu'il y a eu une interview de Charles Hudon il n'y a pas longtemps dans la presse québécoise où il disait qu'il voulait continuer à jouer en Amérique du Nord, mais qu'il n'était pas contre un retour en Europe. Et donc il y a Gaëtan et Sacha qui nous posent la question. Est-ce que Charles Hudon pourrait revenir à Lausanne, notamment? Tu as des infos privilégiées là-dessus, Serge? Non, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais je crois qu'effectivement, ce serait une bonne option pour Charles Hudon parce que je doute fortement que son futur soit en NHL. Mais c'est ça, là, il voulait retenter sa chance et changer d'organisation. Ça, c'était quelque chose qu'il demandait depuis quand même longtemps. Marc Bergevin qui n'avait jamais trouvé la bonne entente là, pour l'échanger. Donc, de signer à Tampa Bay, il espérait avoir une chance en NHL parce qu'il y avait quand même... Puis, on en parlait hier, Stéphane, après la Coupe Stanley, ils ont été obligés là, quand même d'échanger ou de laisser partir leur 3e bloc en entier. Et peut-être que Charles Hudon, il voyait une possibilité. Par contre, il y a un certain Corey Perry qui a signé là. Il y a quelques joueurs comme ça qui ont trouvé leur place. Et ça relègue Charles Hudon à la AHL. Et je ne pense pas que son avenir là, familial est en AHL. Je pense que le niveau de vie, la qualité de vie en Suisse, en National League, le niveau de jeu, le salaire, tout ça, c'est tout à l'avantage de Charles Hudon de revenir en Suisse. Et je pense, moi aussi, qu'on va le revoir plus vite que tard. Là. Gaëtan, qui est supporter de Fribourg, qui demande si ça pourrait être le remplaçant de Di Domenico. Il connaît David Dernay. Je ne sais pas si David lui a peut-être fait lancer un petit coup de fil, mais certainement ces deux joueurs-là se connaissent bien. Ouais. Écoutez, si la Fédération suisse a choisi Fribourg avant Lausanne pour les championnats du monde, peut-être que Charles Hudon va faire là, ça attaque, là.
La polémique tout de suite, c'est le lien qui n'a pas rapport, tu sais. Là, ça, c'est une charge à la Tom Wilson que tu viens de faire, Stéphane. Ça, c'est chien, comme on dit au Québec. Ça, c'est cool. Aïe. Rajoutez l'insulte à l'injure. Et puis, il y a un nom connu de la rédaction, Pierre-André Roy, salutations Pierre-André, qui a une question pour Serge, puisqu'on est sur Lausanne. Ce ne serait pas plus grisant de coacher Lausanne qu'à jouer Serge, avec plein de smileys qui rigolent. Et il t'envoie ses amitiés. Bon, salut Pierre-André. Bon, déjà, seulement pour mettre les choses au clair, disons que je suis à la maison, je suis ni à Joie, ni à Lausanne. Alors, merci bien pour ta question. Mais pour l'instant, je veux dire, il n'y a aucun des deux clubs qui fait partie de l'actualité en ce moment. Il faut arrêter de mettre ton attel en mode silencieux en mode avion, Serge, la merde. Il peut pas le mettre en mode avion puisqu'il le fait via le téléphone, cette émission. C'est ça, donc... Alors, en ce moment, il est injoignable. Messieurs, on a parlé de Lausanne, on va remonter encore un petit peu le Léman et le classement monte d'une place pour aller du côté de Genève Servette. Alors comme avec Lausanne, je vais reprendre la même expression, hein, on est toujours aussi bon que le dernier match qu'on a disputé. Pour les Aigles, c'est un très bon dernier match puisqu'ils ont blanchi Zurich. Et le tout sans avoir Yann Cadieux sur le banc qui était annoncé malade avec un sourire entendu, grippé avec un sourire entendu. Donc on peut se demander s'il n'y a pas de nouveau une souche qui traîne du côté des Vernets. Finalement, Genève a bien fini avant la pause et surtout a bien fini avec Dominique Niffler, on va pas se tromper de frangin, puisque c'était son dernier match avec Genève Servette puisqu'il va retourner à Cloton pour disputer les playoffs de Swiss League. Et au final, il laisse une très très belle impression, le gardien prêté par Cloton. Jonathan. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a montré à Genève. C'est un petit gardien. Hein. Il fait beaucoup penser à son frère. Ce n'est pas le plus gros gabarit. Mais par contre, il se bat beaucoup. Il va chercher les rondelles. Il est très actif devant sa cage. Il est très rapide avec ses jambes et tout. Et j'ai aimé quand même la carte de visite qu'il a laissée. Ça, c'est hyper intéressant pour un gars comme ça, surtout en sachant là, que on est à 13 équipes cette année. On parle d'avoir 14 équipes l'année prochaine en National League. C'est 2 postes de gardien de plus. Est-ce que Dominique Niffler pourrait avoir sa place comme deuxième gardien dans une éventuelle 14e équipe ou même dans une des 13 équipes qu'on a cette saison? Pourquoi pas? Du moins avec Genève Servette. Il est arrivé dans une espèce de crise de blessure, changement d'entraîneur. Ça faisait quoi, quelques semaines donc c'était fait. Il a relevé le défi avec brio. Et ce jeu blanc contre Zurich, c'est quand même pas rien. Là. C'est amplement mérité pour Dominique Niffler et pour Genève Servette. Une belle façon de finir avant la pause olympique. À part ça, l'année prochaine, il sera du côté d'Holton. Il s'est engagé à long terme avec Holton puisqu'il a signé jusqu'en 2025. Est-ce que c'est pas un choix un peu précipité de sa part? Disons que moi, je me pose la question, il y a beaucoup de clubs en National League qui ont des problèmes avec leur deuxième gardien. Avoir les prestations qu'il est en train d'offrir pour le Genève Servette en ce moment, moi, effectivement, j'aurais fait une pensée, justement. J'avais une pensée pour ce gardien, justement, pour plusieurs clubs en National League. Moi, je pense que le gars, il a eu une opportunité de prouver qu'il pouvait jouer en National League. Et puis, il a sauté dessus. Et puis, il l'a fait de fort belle façon. Et ça a apporté beaucoup de bons à Genève Servette. Ils ont eu la main heureuse, il faut le dire, hein, parce qu'il s'est arrivé là, puis ça aurait été à la catastrophe. Mais n'oubliez pas que ce gardien-là était dans la cour d'Ajoie il n'y a pas longtemps, les gars. Donc, Ajoie n'a pas trouvé d'entente. Lui, que Genève a trouvé une entente. Peut-être qu'il y a plus de moyens aussi, éventuellement. Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont eu la main heureuse. Et ça fait partie de tous les éléments qui sont tombés en place du côté de Genève. Les retours au jeu. Tout le monde est à la bonne place, dans la bonne chaise. Pouliot qui obtient son passeport suisse. Bon, il est suspendu, vous allez me dire. On va revenir là-dessus. Mais quand même, ça fait partie de tout ce qui est que Pat Aymon n'avait pas forcément, qui est retombé en place. Et puis Yann Cadieux, je pense qu'il a su rassembler ça, puis remotiver les troupes.
Et voilà, donc on m'a dit aussi que Zurich n'était pas présenté à Genève dans les meilleurs auspices, je dirais ça comme ça, parce qu'ils ont tenté de remettre ce match-là à plusieurs reprises au niveau du calendrier. Ils ne souhaitaient pas venir jouer là, en sachant qu'il y avait pas mal de joueurs qui partiraient aux Olympiques, qui avaient peur que les joueurs lèvent le pied, machin. Donc, ils ne souhaitaient pas non plus pour prendre des risques pour le COVID, etc. Plusieurs joueurs sont allés à reculons, semble-t-il. Le Zurich a tenté de déplacer ce match, mais Genève a dit non, pas de question. Vili Feucolin nous a dit, le grand chef, grand Manitou, les calendriers, qu'on devait aller jouer. On joue le match. Pour la petite histoire interne, si jamais. Quentin nous dit si Holton monte, il jouera en National League, Nifler. Nicolas nous dit il a peut-être une clause au cas où Holton ne monte pas, justement. Et puis l'autre sujet, tu parlais des joueurs de Zurich, l'autre sujet forcément de ce dernier match, c'est la charge d'Andrighetto sur Campagna, qui ne doit pas laisser insensible. Et d'ailleurs, notre commentateur Laurent Bastardo a été très émotif là-dessus. Il a eu très peur pour le jeune joueur de Genève Servette, jeune attaquant de Genève Servette. On va préciser, j'ai vu un mot défenseur traîner pour lui. Théo Campagna, c'est un attaquant. Serge, je ne sais pas si tu as vu la charge, mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu la charge, je vais simplement la commenter de la façon suivante. Une charge qui n'est vraiment pas nécessaire. Tu veux, moi, je fais le parallèle avec la charge qu'il avait fait sur Charles Hudon en play-off l'année passée. C'est moi qui commentais ce match-là. Et la façon dont il avait frappé Hudon, c'était un excès de violence inutile. Et je fais un peu le même parallèle. Complètement inutile. Et le pire, c'est qu'on entend beaucoup en Amérique du Nord, là, quand tu vois les numéros, tu ne frappes pas. Et il les avait du début à la fin de la séquence. Et il a quand même décidé de frapper. Écoute, je vais faire un parallèle avec Tangness. Andrighetto, je l'adore comme joueur. Il est sensationnel, il a du talent, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je ne cautionne pas ses pétages de plomb. L'année passée, contre Hudon, s'il avait eu une lame à la place de la crosse, il lui coupait la tête. Et ce geste-là est inutile, déplacé. J'espère qu'il va être suspendu. Je pense qu'il va avoir 2 matchs, mais il mérite sa suspension. Donc, je l'adore et je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Tangness, je l'adore. Je pense qu'il est compétent. Je pense qu'il fait de l'excellent travail, mais je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Je ne suis pas en accord avec ce qu'il a fait l'autre jour. Je trouve que c'est une marque de non-respect. Donc, vous voyez, les gens, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Vous pouvez apprécier par ailleurs ce qu'il fait, mais dénoncer les gestes avec lesquels vous n'êtes pas en accord, vous prouvez qu'il a dépassé les bornes. Non, mais Steph, tu as dit qu'il y a des joueurs de Zurich qui sont allés à Genève à reculons. Ben, au moins, Andrighetto a trouvé le moyen d'aller aux douches plus rapidement. Il a mis fin à son match assez vite. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, c'était 2-0 Genève. Zurich avait encore toutes ses chances de revenir et tu perds probablement ton joueur qui est le plus en forme là, du moment, en Sven Andrighetto. Ça nuit à ton équipe, c'est un geste inutile. Il pète les plombs. Quand il est frustré, il pète les plombs. Quand ça ne va pas comme il veut, il pète les plombs. Ça, c'est une graine de superstar, on va dire. Des fois, ça a du bon. Pouliot est un peu comme ça aussi. Pouliot, quand ça ne va pas comme il veut, il s'énerve. On l'a vu faire des slow foot, etc. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, de bons joueurs de hockey. Di Domenico, quand il sort de son match lui-même, etc. Donc, voilà, des fois, c'est le défaut de leur qualité. C'est des joueurs qui en veulent, qui ont de la volonté, etc. Puis quand ça ne va pas, ça les fait péter les plombs, puis ils ont de la peine à se contrôler. Donc, des fois, tu dois dealer avec le mauvais côté. Le bon côté t'apporte énormément comme coach, comme équipe, puis tu dois de temps en temps dealer avec le mauvais côté en se disant, de temps en temps. Toi, tu faisais ça avec Sean Hines, Serge, non? Oui. Fois. Sean Hines, il t'en donnait plus qu'il t'en coûtait? Oui, c'est arrivé quelques soirs, oui. Puis, pour revenir sur la charge, pour moi, clairement, il n'avait pas besoin d'aller au bout de ce qu'il a fait parce qu'il a déjà gagné son duel en le mettant à terre avant, en appuyant sur le haut des cuissettes. Donc, il ne pouvait pas ne pas savoir que son adversaire était vulnérable. Et on voit clairement dans le ralenti avec la caméra qui est située à côté du but, qu'il appuie en plus contre la bande avec son épaule. Donc, il voulait vraiment, comme tu dis, Steph, c'était de la frustration et il a montré cette frustration. Et c'est pas l'Andrighetto qu'on aime voir sur les patinoires. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent combien de matchs de suspension pour ça. Forcément, ça va être un peu compliqué de dire. Voilà. Voilà. La mode, c'est 1, sauf exception. Et puis il y a Sacha qui dit si on jugeait ça au civil, ce genre de charge dangereuse, peut-être que ça ferait réfléchir un peu plus.
Bah, je pense que oui. Ah, oui. Mais après, c'est tout ce qui se passe sur la glace, ça fait comme, il y a comme un truc qui fait que c'est partie du jeu, les contacts entre les joueurs, etc. Ça se passe vite aussi, Ce qui est etc. difficile là, du civil aussi, c'est qu'il faut que tu juges aussi l'intention derrière le geste et tout ça. Des fois, dans l'action, puis c'est aussi bête là, que, par exemple, la charge sur Christian Thomas de Berne jeudi, on voit très clairement que le joueur essaie un peu de l'éviter, mais il frappe directement au genou. Il s'est Aurait pu le blessé lui-même, tuer. d'ailleurs. Il s'est Oui, blessé lui-même. aurait Ouais, il se clairement blesse en pu le retombant. sortir en civière s'il avait complété sa mise en échec comme souhaité. Finalement, le blesse au genou en voulant l'éviter, se blesse lui-même. C'est difficile parfois de juger l'intention dans la vitesse du jeu aussi. C'est ça. Des Et fois, puis, ça se joue à une fraction de seconde. Puis... et puis on sait que les procédures, elles sont parfois lentes au niveau de la National League, mais si on les passe au civil, ça va être encore plus lent. Oui, mais c'est ça. Mais Drighetto, là, comme ils ont l'habitude d'annoncer ça la veille du prochain match de l'équipe. Donc, on va peut-être la connaître, la suspension d'Andrighetto à fin février, les gars. Soyez patients. Ça va pas empêcher. J'aurais juste aimé voir, moi, si le numéro avait été 26 au lieu de 76, s'il aurait fait exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire Winnick à la place de Campagna? Je pense que déjà, il aurait eu plus de peine à le mettre au sol avant. Même en appuyant à l'endroit où il appuie, c'est-à-dire sur le haut des cuissettes, où on sait que quand on appuie là, on est facilement déséquilibré. La réplique aurait été virulente, je pense aussi. Bah, il avait de la chance que Winnick soit pas sur la glace non plus à ce moment-là. Parce que Joris, qui est arrivé, il a essayé de lui faire passer le message. Il n'a pas réussi, clairement, parce qu'Andrighetto s'est roulé en boule assez rapidement. Mais Joris, lui, est allé protéger son jeune coéquipier. Exact. Bon, messieurs, on continue à remonter le classement. T'avais pas une question sur Vatanen? Ah, si, oui, t'as raison. On avait des questions de Quentin avant. On va prendre que celle sur Vatanen. Pourquoi est-ce qu'il est autant critiqué défensivement? Enfin, on pense que c'est comme ça que Quentin avait voulu l'écrire offensivement sur Twitter, mais défensivement. Critiqué. J'ai pas l'impression qu'il a été très critiqué. Il y a eu un week-end assez le match compliqué. à Lausanne. Il y a eu le match à Lausanne. La veille, le vendredi, moi, je pense que je commentais un match, je ne sais pas si c'est avec toi, et où il a été très erratique défensivement, très approximatif, pas très intéressé. Je me souviens d'un match contre Lausanne aussi, où un match qui se déroulait à Genève en début de saison, où Sekac marque le 3-2, il a été très soft. Il y avait aussi le Genève-Ambry qu'on avait commenté ensemble, Steph, au retour de la quarantaine, d'Ambry. C'est son implication surtout. Là. C'est son implication défensive. On dirait que ça ne tente pas tous les soirs de s'impliquer défensivement. Par contre, ce qu'on a relevé, c'est ses mauvais matchs. Puis, comme on le fait avec d'autres joueurs, il y a des bons, des bons. Par contre, on a mis en avant ses qualités très souvent dans nos commentaires en disant qu'il est incroyable offensivement. Il a un bon tir frappé. Donc, je ne pense pas qu'il est spécialement critiqué. Je veux dire, quand il fait des bonnes choses, on le dit. Quand il fait des moins bonnes choses, on le dit. Peut-être que. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il est pris en grippe par qui que ce soit. Au contraire, on est content d'avoir un joueur de cette qualité-là dans le championnat. Je dirais que son gros problème, en fait, c'est qu'il a un autre défenseur étranger offensif pas loin de lui, avec Tom Ernest, et qui est bien meilleur défensivement. Donc forcément, on les compare un petit peu dans leur performance. C'est vrai que Vatanen est un défenseur offensif qui pourrait jouer très bien à l'aile sans problème. Hein. Exact. Serge, t'en penses quoi d'un défenseur comme disons Vatanen? Aussi, il faut se rendre compte qu'est-ce qu'on achète, parce que quelque part, veut dire, Vatanen n'a jamais été reconnu pour un défenseur à caractère défensif, avec un profil défensif. Donc, on l'a surtout engagé à Genève pour ses qualités offensives. Alors, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'il est en train de démontrer en ce moment pour Genève Servette, c'est-à-dire beaucoup d'attaques et puis peu de défense. Et ça revient à Filppula aussi. Quand on regarde Valtteri Filppula, qui lui, en NHL, était considéré comme un très bon joueur two-way, donc autant offensivement que défensivement. Même lui, parfois, son implication défensive laisse à désirer dans certains matchs. Et ça n'enlève pas toutes ses qualités offensives et tout ce qu'il amène à Genève Servette cette saison, mais parfois, le cœur, il n'est pas nécessairement toujours quand c'est dans ta zone. Attention messieurs, vous commencez à critiquer les Finlandais, ça risque d'être assimilé à des critiques envers les joueurs finlandais de manière plus globale. Forcément, on est raciste, nous on n'aime que les Canadiens, etc. Ouais, c'est ça, alors qu'on n'arrête pas de vanter Raya là, machin. Je fais une parenthèse là-dessus, moi j'ai critiqué le style de jeu, de jeu finlandais qui était à la mode, qui commence à s'étioffer un peu, mais le style de jeu finlandais, le mode de 5 en patinage arrière, 5 gardiens en zone de défense, etc., à l'extrême, comme on avait avec Peltonen, quand on avait avec Laionen, ils ont gagné des matchs avec ça. Chapeau. Moi, j'aime pas le spectacle que ça offre. C'est
C'est ce que j'ai toujours critiqué. Je n'aime pas ça. T'es pas un défenseur de la trappe non plus, qui est une tactique qui a été développée au Canada. Exactement. Donc, peu importe qui le déploie, parce que je l'ai appelé système finlandais, parce que c'était les coachs finlandais qui sont arrivés avec ça. Ça aurait été des Russes, je ne sais pas, de l'Afghanistan ou du Bangladesh, j'aurais dit la même chose. Je veux dire. Et puis, je n'enlève aucune qualité aux joueurs finlandais de notre championnat, qui sont Olofsson, etc. On n'arrête pas de les Olofsson est suédois. Arrêter de faire... peu importe. En tout cas, les Salinian, etc., tous ceux qui finissent en N. Là. Donc, les Lekonen à Montréal, je l'aime bien. Ça n'a rien à voir avec des propos qui ont rapport avec la nationalité. Il y a des coachs canadiens qui font des styles de jeu que j'aime pas. Peu importe. Voilà. Chacun a le droit à son opinion. Christine dit Stéphane, il n'aime pas les ours avec des smileys rigolos. Elle est supportrice du CPBR. J'aime pas. Moi, en tout cas, à la base, je suis contre tout le monde. Après, on peut discuter. C'est le job des arbitres. Quand l'arbitre, c'était ça. Je trouve que ta liste est longue de gens que tu n'aimes pas. Là. C'est ça, c'est fou. Hein? Moi, je suis contre tout le monde. Après, de temps en temps, il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Mais à la base, tout le monde part avec -2 avec moi, par en dessous de la barre, puis il faut qu'il. Voilà. Donc, mais de toute façon, comme arbitre, c'était mon job, les gars. Moi, j'étais contre tout le monde. Je sifflais contre tout le monde. À chaque fois que je fais une pénalité contre une équipe, j'étais contre. Tu le sais, Serge. J'ai été contre toi à chaque fois que tu coachais. Effectivement, oui. Le nombre de fois que tu m'as dit, Steph, il me semble que tu es contre moi, si tu siffles toujours contre nous. Merde! Hein? Le nombre de fois que je te dis, Steph, c'est le moment que tu te réveilles, non? J'en ai bavé. Exactement. Parce qu'évidemment, les gens vont dire, Rochette, il ne voulait tellement pas montrer qu'il prenait pour les coachs canadiens qu'il sifflait contre eux. Voilà, c'est ça. On peut aller jusqu'au bout avec des jugements. Dans le hockey d'aujourd'hui, je veux dire, on est plutôt, dans une époque, le hockey est devenu un hockey international. Je veux dire, un peu tout le monde, les coachs, les arbitres, on vole un peu qu'est-ce qui se passe du côté de la Finlande, du côté de la Suède, du côté de la Russie, du côté du Canada. Il y a même les États-Unis maintenant qui ont un très bon programme de développement aussi au niveau des jeunes joueurs. Donc, le hockey est devenu à caractère international. Maintenant, il faut arrêter un petit peu de, comme on dit, stéréotyper les provenances en disant que tel jeu est assimilé à telle provenance, etc. Aujourd'hui, on assiste à un hockey international et puis c'est tant mieux comme ça, quoi. Il y a Ismax qui relève, Stéphane, ce que tu as dit en disant « Enfin, Stéphane, à vous !» Je suis contre tout le monde. Que tu es contre tout le monde. Et puis Gaëtan dit « C'est bien clair, Stéphane nous a volé quelques titres. » En se marrant. Oui. C'est sûr. Moi, à chaque année, il y avait qu'un gagnant. J'ai volé le titre aux 11 autres, c'est certain. Et pour revenir sur Vatanen, il y a Nicolas qui nous dit « Il est meilleur depuis que Pouliot a le passeport suisse parce qu'il a moins de concurrence aussi vis-à-vis de lui. » Je ne sais pas s'il le ressent comme ça. Il faudrait lui poser la question quand il reviendra de sa suspension. D'ailleurs, on verra si le recours va fonctionner. Ça a fonctionné la dernière fois. Je ne suis pas surpris que ça fonctionne. On saura ça la veille de la reprise du championnat, le 21 février, comme la suspension d'Andrighetto. Exactement. Donc, d'ailleurs, j'en parle dans ma chronique demain, sans prendre vraiment position. J'explique que voilà, c'est une question de valeur, l'échelle de valeur, etc. J'en parle dans ma chronique demain qui sera publiée en fin de matinée, messieurs, c'est ça? C'est vous qui êtes responsable de ça? Exact. On verra si t'es sage. Si je suis sage, je vais la passer. Bon, je disais qu'on continue à remonter le classement, on va partir dans le Ceyland pour parler du HC Bienne. Je veux bien partir. Les Biennois qui ont terminé par une victoire contre Langnau, assez facile, 7-3, une défaite contre Fribourg. Alors certes, privé du gardien au nom préféré de Stéphane Rochette. Finalement, c'est... Moi, je dis JVP comme ça. Ouais, je sais. Tu veux vraiment pas essayer de dire Joren Van Pottelberg, c'est pourtant pas compliqué. Van Pottelberg. Mais c'est long. Surtout dans un commentaire. Arrête Van Pottelberg, quand il y en arrête 45, c'est long. Hein? Ça fait souvent. Au final, pour Bienne, c'est une victoire lors des 5 derniers matchs, mais pas si inquiétant que ça, puisqu'ils ont quand même fait des points sur 4 de ces matchs, de ces 5 matchs. La seule défaite qui a été qui était avant les 60 minutes, c'est celle à Fribourg, face à un Fribourg qui, à domicile, n'arrête pas de gagner, qui a été très bon, et puis sans JVP dans les buts. Mais c'est pas forcément Elien Pope qui les a fait perdre ce match, Serge. Non, je crois pas. Je pense que c'est un soir que Fribourg était vraiment en forme, comme plusieurs soirs d'ailleurs. Et puis, voilà, Bienne joue du bon hockey, mais en ce moment, Fribourg en joue du meilleur. Donc, ça explique les forces en présence. Et puis, c'est pour ça que Fribourg a mérité sa victoire ce soir-là contre Bienne. Mais et puis, il y a un autre point qui est important dans ce match-là, c'est qu'on connaît le power play de Fribourg. Hein.
je veux dire, comme Gaétan Haas le mentionnait après le match, Bienne a pris un peu trop de pénalités. On a permis à jouer à Fribourg à plusieurs occasions de jouer en powerplay. On a perdu notre momentum de cette façon-là du côté de Bienne. Et je crois, si je m'abuse, Fribourg a marqué, je crois, 2 buts en powerplay ce soir-là contre Bienne. Donc, ils ont pu se sauver avec la victoire avec les unités spéciales. Il en parlait justement, Gaétan Haas en parlait en après-match. Son discours m'a étonné. Hein? On dirait que c'est une série de 6-10 défaites de suite. À l'entendre parler, ils auraient perdu 6 matchs de suite, puis ça n'aurait pas été pire. Il était découragé. Steph, on aurait passé son entrevue dans le match d'Ajoie, puis ça aurait presque. C'est ça aurait presque fité. C'est vrai. On s'est regardé en plateau, puis on s'est dit, il est tombé découragé. Ouais, ça va pas. Là, je rebondis là-dessus parce qu'il a dit on prend qu'à chaque fois le même scénario contre les bonnes équipes, on prend trop de pénalités. Donc, on se fait marquer en powerplay, en piqué. On joue pas assez bien, il nous manque toujours quelque chose. Il avait l'air de dire merde, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas alors que perdre au tir au but contre Zug et contre Zurich, on s'entend que la différence entre la victoire et la défaite n'est pas grand-chose. Contre Fribourg, ça a été un excellent match de hockey. Alors ça fait partie du -2. Là, je donne un +2, les gars. Là. Voilà. Parce que franchement, les équipes ont été bonnes. Ce soir-là, on a eu, notamment en première période, on a eu toute une période de hockey. Ça jouait au hockey, l'exécution était bonne, les clubs étaient bien organisés. Et ça, j'en demande des matchs comme ça, évidemment, c'est à souligner. Mais je ne trouve pas que Bienne a été spécialement mauvais. Ils ont été un peu plus soft que Fribourg, mais ils n'ont pas été mauvais. Donc, c'est Fribourg qui a été juste un peu meilleur et un peu plus opportuniste, comme très souvent d'ailleurs. Sacha qui se demande par rapport à l'interview, je ne sais pas si Gaëtan est un peu frustré quand tu vois ce que Hoffman fait depuis son retour. En même temps, c'était pas tout à fait les mêmes adversaires pour Haas et Hoffman. Ouais, on peut-tu se calmer, là, les 4 buts de Hoffman contre... écoutez, ils jouent contre les mêmes équipes. Donc, on ne peut pas dire à la fin de l'année que ce n'est pas égal. Tout le monde a la même chance parce que normalement, tu joues à peu près le même nombre de matchs. Pas tout à fait. Sauf que là, Hoffman a marqué 4 buts contre Langnau, contre le deuxième gardien junior élite. Et puis la débandade d'Ajoie, on va se garder une petite gêne quand même sur les performances de Hoffman. Même si, il faut quand même les marquer, vous allez me dire. Mais c'est vrai qu'on va dire aussi que Gaétan Haas a marqué, je pense, que la moitié de ses buts contre Ajoie. Je pense qu'il a 5 buts depuis le début de l'année. Il en a 2 contre Ajoie et 1 d'une cage vide. Donc, peut-être qu'il se pose aussi des questions, effectivement, sur sa performance. Oui, je pense qu'il se regarde plus le nombril là, que ce qu'Hoffman fait parce que Gaétan Haas, sans connaître une mauvaise saison, son punch offensif n'est peut-être pas là. Il contribue peut-être pas autant que ce qu'on espérait à Bienne. Mais c'est pas le même genre de joueur, non? Mais c'est pas le même genre de joueur. Et c'est là où la comparaison est un peu boiteuse entre Hoffman et Haas. Je comprends que les deux revenaient de l'Amérique du Nord. Sont revenus de l'Amérique du Nord là, il n'y a pas si longtemps, mais quand même, c'est pas le même rôle. Serge, tu analyses comment ces deux joueurs-là au niveau du style de jeu? Bon, dans un premier temps, je pense que Hoffman, on l'a vu arriver sur la glace à Zug, je pense qu'il déborde d'énergie, le sourire jusqu'aux oreilles, comme ça, il semble être tellement content de retour à Zug que pour lui, comme on dit, c'est le 7e ciel, quoi. Il a touché le 7e ciel. Maintenant, Haas, voilà, il est déjà revenu, il a commencé depuis le mois d'août le camp d'entraînement, et puis etc. et tout. Il y a sûrement un élément un peu de fatigue là-dedans. Il était blessé, il a manqué plus d'1 mois. Je pense que là, comme Stéphane a dit, il faut quand même prendre un peu avec des pincettes, je veux dire, les performances d'Hoffman, même si je ne remets pas en doute la qualité du joueur. On est tous d'accord sur les qualités d'Hoffman. Mais là, maintenant, il y a cet effet-là d'enthousiasme de Hoffman du retour qui, comme on dit, il est rentré à la maison, quoi. Moi, je peux dire que si Hoffman n'aimait pas son coach à Columbus parce qu'il ne lui parlait pas assez, puis il ne donnait pas de glace, puis il ne donnait pas l'opportunité, je pense qu'il doit aimer Tangness. Hein? Parce qu'il l'a mis à 5 contre 3, 5 contre 4, 5 contre... voilà, il a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il marque des buts. Hein, les gars, on va revenir à la discussion tout à l'heure. Là. Quand ton coach te met à 5 contre 3 quand tu mènes par 8 goals, je dis merci, coach. Je t'aime, coach. T'es le meilleur. Mais à part ça, pour revenir sur les propos de Gaétan Haas, je viens de regarder un petit peu le calendrier de Bienne et les derniers résultats face aux équipes du top 4, puisque Bienne est 5e. La dernière victoire dans le temps réglementaire face à une équipe du top 4 remonte au 26 octobre, c'était le 1-0 à Fribourg. Et depuis, c'est 6 défaites contre Rapperswil, Zug, Zurich, Fribourg, 2 fois. 7 défaites, pardon, avec 2 fois contre Zug, Zurich et Fribourg. Plus la défaite contre Rapperswil.
C'est peut-être le syndrome de Fribourg l'année passée. Souvenez-vous, Fribourg l'année passée, contre les bonnes équipes, il n'y arrivait tout simplement pas. Donc, c'est peut-être symptomatique de quelque chose. Je ne sais pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que Gaëtan paraissait un peu frustré au moment de l'interview, parce qu'il devait avoir ça dans un coin de sa tête, que ça fait quelques matchs, que ça fait 3 mois, 4 mois qu'on ne gagne plus contre des équipes qui sont mieux classées que nous. Et ça peut aussi frustrer un joueur, hein, soyons très honnêtes là-dessus. Ben ouais. Moi, j'ai bien hâte de voir, messieurs, aussi, qu'est-ce qui va se passer avec Van Pottelberg. Parce que là, il était choisi comme 3e gardien à Pékin pour les Jeux olympiques avec l'équipe de Suisse. Il ne peut pas y aller. Il y va pas, il est remplacé par Schliemann. Techniquement, il pourrait y aller et faire sa quarantaine là-bas, je crois. Non, Jonathan, ça a été officialisé hier. C'est Schliemann qui le remplace, comme Turkov remplace Senteler. Mais ça, mine de rien, moi, je suis bien. Je trouve quand même que c'est une bonne nouvelle. Parce que la fin de saison à Bienne va beaucoup reposer sur les épaules de Van Pottelberg parce que Elien Pope, on l'a vu, il y a quand même des limites. Je pense pas qu'il peut amener cette équipe-là, qu'il peut prendre le lead de cette équipe-là en play-off comme premier gardien. Si, par exemple, Van Pottelberg se blesse, même si c'est un 3e gardien qui n'aurait probablement pas été utilisé, ou s'il avait été en quarantaine puis il manque 2 semaines, ça peut... c'est beaucoup de responsabilités sur Elien Pope, alors que Van Pottelberg est clairement numéro 1 là-bas. Je pense que tu résumes bien la situation des gardiens. Hein. Il n'a pas fait un mauvais match contre Fribourg, mais il n'a pas été transcendant. Il faut dire que sa dernière titularisation, c'était le 24 octobre. On a perdu Serge, donc on va passer quelques instants, nous 3. Et puis quand Serge reviendra, on le réinclura dans la discussion. Mais je pense que son téléphone était arrivé... on revoit Serge. Il y a eu une petite coupure, Serge. Une coupure de courant. Un nuage qui est passé. C'était un appel d'Ajoie ou de Lausanne, Serge? C'est pour ça que ça a coupé? Le téléphone qui sonne, Vauclair. Non, bon, Pierre-André. Pierre-André qui t'appelle. Serge. Pierre-André. Pour terminer mon laïus sur Elien Pope, c'est vrai que le dernier match où il était titulaire le 24 octobre à Lausanne, il avait été moins bon. Stéphane, on était d'ailleurs ensemble à ce match-là. Il avait pas été bon et il s'en voulait après le match. Oui, il s'en voulait, effectivement. Et moi, les gars qui s'en veulent après le match, qui sont pas contents avec leur performance, ça fait les athlètes exigeants, les bons athlètes sont très exigeants avec eux-mêmes. Ils sont souvent très exigeants avec eux-mêmes et après, ils sont souvent exigeants avec les autres aussi. Ils deviennent fatigants pour certains autres parce qu'eux, ils ne supportent pas de sous-performer. Puis quand les autres à côté ne font pas l'effort, sous-performent, ils sont aussi exigeants. Et puis, ces joueurs-là sont souvent des leaders. Après, il faut qu'ils contrôlent leur mécontentement puis leur discours après le match, etc. Leur body language aussi, parce que quand tu es fâché puis ça paraît dans ton jeu, ben ça, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire, la ligne est mince entre être pas content, frustré, puis que c'est positif, ou pas content, frustré, puis ça devient négatif pour ton environnement. Il y a Didier qui propose une interprétation, c'est qu'également il serait dégoûté vis-à-vis des pénalités qui ont été prises par ses coéquipiers en fin de rencontre, notamment celle de Schneeberger, qui a permis un peu de tourner le match. Encore Schneeberger. On avait dit l'autre jour, Serge, on était en studio quand Schneeberger avait pris une pénalité en fin de match, tu te souviens? On parle de la pénalité en fin de match à Genève, ça? Oui. Tu parles de celle-là? Oui, je pense que c'était plutôt celle-là dont il parlait. Oui, effectivement, c'est une pénalité qui a coûté le match. Moi, j'avais mentionné, parce que j'étais sur le plateau ce soir-là, j'étais un peu surpris de ne pas voir justement les 2 défenseurs étrangers de Bienne ou un des 2 défenseurs étrangers de Bienne sur la glace à 1 minute 15 de la fin du match, dans un match, si je m'abuse, c'était 2-1, je crois. Oui, c'est très serré, puis c'est égalisé. Genève a égalisé 2-2 pour se sauver que la prolongation par la suite ou le pénalty. Alors, effectivement, je veux dire, lorsqu'on a 2 défenseurs de la trempe de Loff et Yakovenko dans notre contingent, moi, je les voyais sur la glace à ce moment-là. C'est mon opinion, mais effectivement, c'est une pénalité qui a coûté cher ce soir-là, la pénalité de Schneeberger. Il y a Thierry qui nous dit c'est une tactique de Bienne de perdre contre le top 5 car l'axiome, je pense qu'il voulait dire X ou Y de la loi de la moyenne fait de la sorte qu'ils vont forcément devoir gagner un match tôt ou tard contre eux et ce sera en play-off. Petit clin d'œil à Stéphane, bien évidemment.
Et ce sera la conclusion Peut-être. sur le HC Bienne, messieurs. On va encore parler du club pour qui tout va bien en ce moment, c'est Fribourg-Gotteron. Avec des Dragons qui terminent leader à la pause olympique. Et même si on a appris ce matin qu'il y a des départs qui vont être... qu'il y a un départ qui a été confirmé, c'est celui de Daniel Brodin qui quitte le club à la fin de la saison pour retourner en Suède à Djurgården. Tout va bien finalement pour Fribourg-Gotteron. Premier, victoire lors du dernier match. La pause arrive pas forcément au bon moment, mais vient à point pour une équipe qui fait partie désormais des favoris pour le titre. Flo. Hey, Serge, j'en parlais. Ce serait intéressant de voir les 3 semaines de pause, là, de quelle façon ça va tourner. Moi, mon gros point d'interrogation de Fribourg, c'est l'utilisation de Reto Berra. Puis c'est ce que j'ai posé aussi comme question dans Backcheck, le talk vendredi. Parce que là, Berra, en plus, part aux Olympiques, va certainement garder les buts. Je ne sais pas si ça va être une tâche partagée entre Giannoni et lui, mais avec Hughes qui a été prêté à Genève pendant tout le mois de janvier, ça fait beaucoup de matchs pour Reto Berra et j'ai hâte de voir l'utilisation de Connor Hughes d'ici la fin de la saison. Là, peut-être qu'on va faire appel un peu plus à lui pour que Reto Berra rentre en pleine forme et reposé du côté des playoffs, là. Mais sinon, que dire sur cette équipe qui a joué un très fort match, Steph? D'ailleurs, tu l'as noté dans tes analyses aussi, les petits détails et tout. Ça a été un bon match de hockey contre 2 bonnes équipes, Ouais. mais Fribourg en sort vainqueur et c'est tout à fait mérité. Ouais, Fribourg joue du bon hockey. Au bout d'un moment, on le répète, là, mais c'est mérité. Ils jouent du bon hockey, ils font les choses justes. Leur système de jeu est ajusté pas mal cette année. Tout est tombé en place. On a fait dans la stabilité, puis ça a bien fonctionné. Berra fait une bonne saison. Son body language est bien meilleur aussi qu'il l'était l'année passée. Donc, on a travaillé à Fribourg sur les petits détails. Et puis, on voit qu'il y a aussi du leadership dans cette équipe-là. Il y a des étrangers les gens performent, mais Julien Sprunger, mais quand tu as Julien qui, à son âge, performe toujours aussi bien, puis tu arrives à te marquer des gros buts, puis je veux dire, il fait partie des meilleurs marqueurs au niveau des points par match. Il fait partie des meilleurs Suisses du championnat. Encore, toujours et encore, il va nous en marquer entre 15 et 20. C'est pas le même Julien que l'année passée, qui avait été ennuyé en début de saison par un problème au genou. Cette année, une seconde jeunesse, et puis ça, c'est tout du bonus, quoi. Kylian Motet va marquer ses buts. Tout roule, tout baigne dans l'huile du côté de Fribourg. Je pense que tous les fans, tout le monde, le coaching staff, les joueurs, tout le monde se dit pourvu que ça dure, pourvu qu'on ne s'écroule pas en play-off. Et c'est ce que tout le monde a peur à Fribourg. On dirait que les gens se gardent une gêne. Ils sont contents. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le chat, Stéphane. Hein. Nicolas est supporter genevois et Sacha qui est supporter viennois qui disent on verra en play-off, hein, c'est le mental. Mais... Rodrigo lui nous dit Fribourg c'est l'année ou jamais. Et puis les questions c'est surtout on a eu Richard, on a Gaëtan, Ludovic qui nous disent qui pour remplacer Dido et Brodin la saison prochaine. Quel profil de joueurs pour remplacer ces deux hommes? Serge. Ancien entraîneur, ancien directeur sportif. Christian Dubé l'a annoncé clairement. Il recherche avant tout un autre joueur de centre pour seconder David Desharnais. Déjà dans ses plans. J'imagine que également Christophe Bertschy, dans une certaine mesure, est planifié pour venir remplacer Di Domenico sur le flanc droit à côté de ce nouveau joueur de centre. Et puis également, je crois que Christian Dubé avait mentionné également qu'il cherchait un autre ailier un petit peu à caractère un peu physique pour un peu aller déranger l'adversaire comme 5e étranger. Alors, c'est un peu les objectifs que j'ai entendu de la part de Fribourg pour la prochaine saison au niveau des joueurs étrangers. Également, pour compléter ce que Jonathan a à peine mentionné, je crois que c'est un peu, si j'étais à la place de Fribourg, je ne serais pas nécessairement tellement content qu'il y ait une pause des Jeux olympiques cette année. J'aurais, je crois, préféré de finir la saison régulière et puis justement attaquer les playoffs directement parce que, je veux dire, cette pause-là, elle demeure un grand inconnu pour Fribourg-Gotteron. Quand tout va bien, tu ne veux pas arrêter, là. Mais pas comment tes gars vont venir. On parlait des attentes sur Fribourg, que tout le monde les dose, mais
j'ai l'impression que l'équipe elle-même joue en pleine confiance. La façon qu'ils amorcent leur match, la façon dont, même s'ils tirent de l'arrière, ils reviennent, j'ai l'impression vraiment que le groupe est bien soudé, en confiance. Et oui, les spectateurs, les partisans, les médias veulent un peu baisser les attentes. Même Christian Dubé rentre dans le jeu un peu pour enlever un peu cette pression de leader, de favori, tout ça. Mais à voir comment ils jouent leur match, moi, j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là est confiante et se voit aller loin. Moi, c'est ce qui me donne comme pressentiment. C'est rare vraiment qu'on les voit à côté de leur patin. Là. Moi, je pense que les joueurs de Fribourg, ce que nous, on entend de la part des fans, puis de la part l'étiquette de loser en play-off, d'équipe qui craque en play-off, qui n'y arrive jamais. Les Sprunger, les Motet, Desharnais qui parlent français, les gars de Fribourg, Marchand, les gars, ils le savent. Et je pense que cette pression-là, quand ils vont aborder les playoffs, ça va leur mettre une pression supplémentaire parce que s'ils avaient le malheur de tomber contre une équipe et ils perdent le premier match ou 2 matchs ou ils perdent 2-1, ça me fait penser au titre du Toronto Sun l'année passée quand ils menaient 3-1 contre Montréal. Qui aurait pu mettre fin à la série, gagner 4-1, un match en prolongation où Cole Caulfield marque le but. Le lendemain, donc la série est revenue 3-2. Ça a été la remontada dans la série de Montréal. Donc, Toronto menait 3-1. Ils auraient pu éteindre la série, ils ne l'ont pas fait. Dans le Toronto Sun, le lendemain, c'était marqué « Oh non, pas encore ». Ouais, puis Toronto, c'est aussi une équipe comme Fribourg qui a très peu gagné ces derniers temps en play-off. C'est un syndrome. Ils n'ont pas passé les quarts de finale depuis je ne sais pas combien d'années, pas de Coupe cette année depuis 67. Et sans les joueurs, Serge, tu sais, tu as coaché à Fribourg, le public est merveilleux, mais ça met quand même une pression sur l'équipe. Oui, c'est clair. Je veux dire, le public à Fribourg est très exigeant. Et puis là, maintenant, tu gagnes. Il y a une ambiance incroyable à la patinoire. Donc, tous les gens, maintenant, commencent à penser qu'il n'y a plus rien qui peut arrêter Fribourg cette saison. Là, maintenant, on a le sentiment qu'on va aller jusqu'au bout et puis qu'on ne peut pas, qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Donc, effectivement, le titre il est dans la tête de tous les fans fribourgeois en ces jours. Et puis, si ça ne marche pas, les joueurs savent qu'ils vont être attendus au contour et là, ils vont se faire, comme Mitch Marner et puis Matthews l'ont été, ils ont pointé du doigt et puis ça a été très, très dur pour ces joueurs-là. Hein, c'est le mauvais... il y a un beau côté à jouer d'où tu viens et il y a un mauvais côté. Hein, c'est que tu es la cible, mais sinon, quand tout va bien, tu es le héros national. C'est vraiment à deux. Tout l'un, tout l'autre. Ouais. Tout l'un, tout l'autre. Comme à Montréal, comme dans les gros marchés de hockey. Effectivement, c'est comme à Montréal. Quand tu vis ce que Fribourg vit en ce moment, je veux dire, il y a tout le monde qui te donne une tape dans le dos. Et puis quand ça va mal, ben là, tu mets 3 bonnets pour aller faire tes commissions. C'est ce qui se passe en ce moment à Montréal depuis la dernière finale de la Coupe Stanley où c'était la folie il y a 6 mois. Et actuellement, c'est comme tu dis, ils mettent les bonnets pour aller faire les courses. Oui, mais là, avec la température, je comprends que tu en mettes 3 des bonnets aussi. Ça, c'est un autre problématique. De l'équipe, là. Aïe. Il fait moins 1000, comme on dit. Il faisait moins 1000 l'autre jour. À part ça, dans le chat, Quentin est d'accord avec Jonathan par rapport à la position, par rapport à Berra, quel sera le tarif que Fribourg devra payer après la pause. Il y a Thierry qui nous dit Schmidt fait un super job au centre de la deuxième ligne. Oui. J'ai aussi vu un commentaire de Fabrice qui nous dit Dido fait un de ses meilleurs matchs en parlant du match de Bienne, mais il joue avec l'éternel Julien, un gamin Schmidt qui fait un job dans les deux zones, il est juste excellent. Oui. C'est juste. D'ailleurs, c'est le leader dans les plus et moins. Moi, je sais que ça ne veut rien dire, mais il est quand même plus 18. Hein? Plus 18, plus 20. Là, c'est une tendance qui est quand même intéressante, je pense, évidemment. C'est l'homme de confiance de Christian Dubé. Hein? C'est son poulain, il l'aime et tout. Et puis, il fait du bon job, le garçon. Ouais, il joue de l'excellent hockey. Mais... il y a un joueur particulièrement, je veux dire, qu'il faut se rappeler à Fribourg, c'est Di Domenico. Pour moi, c'est la bougie d'allumage. À chaque fois que le match est un petit peu sur le fil, il réussit à inventer quelque chose ou faire prendre une pénalité à l'adversaire. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand il est sur la glace. C'est un joueur qui rend les autres meilleurs. Tout un spectacle à Fribourg cette saison.
Oui. Et puis il donne le Oh, bon oui. spectacle, surtout. Oui. C'est le Dido qu'on veut voir jouer, pas le caractériel qui peut faire perdre des matchs à son équipe parce que tout d'un coup, il y a les fils qui se touchent et puis il décide de péter une coche. Mais il est trop cher Exactement. maintenant. Ils ne peuvent pas le garder, trop cher. Merde. Pas les moyens de le garder. Il y a Dommage. Fabrice qui dit je suis fan depuis les années 80. Pour moi, si on fait une excellente demi-finale, ça me va car Zug et Zurich ont de meilleures équipes sur le papier. Là, on parlait de réduire les attentes. Hein. Et puis Ludovic Ah ouais. nous dit tellement de joueurs mériteraient et cette saison, le danger vient de chaque ligne. Les joueurs ont une pression parce que les attentes sont hautes. Mais pour un joueur, cette ambiance dans la patinoire, donc dans la BCF Arena, c'est le pied. Je pense que Ah oui, ça, c'est merveilleux. effectivement, c'est ce qu'on disait. Hein. Là, les gens sont assez d'accord avec ce que. Mais pour y aller, pour y avoir commenté là, cette saison à la BCF Arena, je trouve que c'est une patinoire qui est intimidante cette saison. De un, elle est pleine chaque soir. De deux, les spectateurs sont très bruyants. Et cette espèce de patinoire, tout en noir, là, je trouve quand même, quand je suis allé commenter là, qu'il y avait une atmosphère intimidante, qu'il y avait quelque chose à la BCF Arena. Et d'ailleurs, ça se transparaît dans les résultats. L'équipe a quoi? En 21 matchs, 3 défaites, 18 victoires, 3 défaites. C'est seulement, je pense, 2 défaites en temps réglementaire depuis le début de la saison à la maison. C'est assez exceptionnel. Ouais, j'aime beaucoup ton commentaire, Jonathan, parce que j'ai un peu vécu les deux côtés, mais pas seulement un peu, mais beaucoup, quoi. Et puis, je me souviens parce que on a gardé la même angle des tribunes, hein, sur la nouvelle L'inclinaison, hein. patinoire, un peu cet effet-là, chaudron. On Ouais. sent vraiment les spectateurs qui sont près de l'action. Et puis, justement, lorsque je dirigeais Fribourg, j'insistais beaucoup sur le début de match que les autres équipes n'aimaient pas nécessairement venir jouer chez nous à Fribourg. Mais effectivement, quand j'ai passé de l'autre côté également, quand j'étais à Lugano la saison passée, dans notre plan de match, on parlait souvent de notre début de match à Fribourg, qu'il fallait être prudent parce qu'on s'attendait toujours qu'il était pour sortir très fort. Donc, d'un côté ou de l'autre, il y avait toujours des paroles en fonction de la patinoire, des fans à Fribourg et puis de l'ambiance qui règne dans cette BCF Arena. Mais maintenant, les entraîneurs, ils sont mieux protégés, Serge. Les entraîneurs visiteurs, le plexiglas, il est plus haut derrière le banc visiteur. Ce qui n'était pas toujours le cas avant, comme à Rapperswil, où vous pouvez recevoir de la bière par les interstices du plexiglas qui protège le banc visiteur. Ouais. Heureusement. Messieurs, je vous propose qu'on reste avec Fribourg, puisque notre joueur du week-end est fribourgeois, et on va parler de celui-ci. Joueur du week-end qui n'est autre que Julien Sprunger, qui, on l'a déjà signalé, connaît une très bonne période, mais surtout il a atteint le plateau des 700 points en National League, saison régulière et playoff compris, en 919 matchs. Ça fait lui le 9e joueur au classement total, et c'est le seul du top 10 qui est encore actif. Le 2e roman du top 10 derrière Gilles Montonon qui est 2e, derrière Peter Yax. Finalement... voilà, ça récompense Julien, ses bonnes performances, mais aussi les belles performances de Fribourg-Gotteron en ce moment. Écoute, Serge, tu l'as coaché. Dis-nous quel genre de joueur c'est. Bon, je veux dire, Julien, il n'y a pas de secret. Je veux dire, il y a très peu de joueurs qui ont cette qualité-là de marqueur naturel comme lui possède. On le voit maintenant, là, il est en pleine confiance. Là, je crois qu'il marque des buts les yeux fermés. Là. Il se ferme les yeux, il lance et puis ça rentre. Il est en pleine confiance et puis ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Et puis, voilà. Lui aide Gotteron aide Julien Sprunger, un dans l'autre. Je veux dire, ils ont trouvé leur bonheur et puis on voit sur la glace, je veux dire, qu'ils s'éclatent, quoi. Oui, on voit que cette équipe-là, je pense que on dit dans le milieu que l'ambiance est très bonne. Il y a une bonne chimie dans cette équipe-là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout facilement contrôlable. Tu peux avoir un paquet de bons joueurs ensemble, mais la chimie n'est pas toujours là. Ça, Serge, tu le sens aussi comme coach quand une chimie est bonne entre les joueurs? Oui, tout à fait. Je veux dire, moi, ça me fait toujours un peu rire. Des fois, dans les entrevues, les interviews en début de saison, on interviewe les joueurs et puis nous, on est super contents, on a une super ambiance d'équipe, et puis, etc. et tout. Puis après ça, tu leur donnes encore, tu passes encore en entrevue. 2 mois plus tard, ils sont 11e au classement. Nous, tout va très bien, c'est super, et puis, etc. et tout. Je pense qu'à la base, je veux dire, si tu as des bonnes personnes dans ton vestiaire, comme on dit, des bons teammates,
ça aide justement à développer la chimie d'équipe, à avoir une bonne chimie. Et puis, parce qu'on s'entend, les 13 équipes de National League, tous les gars, ils ont une bonne ambiance dans le vestiaire. Mais ça prend plus que ça. Il faut avoir une bonne chimie pour gagner des matchs de hockey. On va terminer avec les commentaires de Fabrice et de Jean Jory par rapport à ce choix. C'est Julien est en plus un bon gars également en dehors de la glace, nous dit Fabrice. C'est vraiment une bonne personne. Ouais. Et Jean Jory nous dit en plus il y a beaucoup de Fribourgeois dans l'équipe. Ça peut aussi aider à avoir cette bonne ambiance dont tu parlais, Serge, pour Fribourg-Cotteron. Bon, c'est clair. Je veux dire, le joueur local, c'est un plus pour une organisation parce qu'à quelque part, c'est plus facile pour les spectateurs, les fans de s'identifier à l'équipe. Ensuite, après les matchs, justement, on a des entrevues avec les joueurs locaux et tout qui vraiment transmettent leur trip aux commentateurs, aux fans, et puis etc. Je pense que c'est un phénomène qui est très important. Je crois qu'également, les étrangers sont très bien identifiés au club avec Desharnais, Di Domenico, Gunderson, même Brodin, que malheureusement, il va partir, mais il a souvent manifesté qu'il voulait rester à Fribourg. Donc, tous ces éléments-là font justement que Fribourg est une équipe gagnante. Merci pour ces explications, Serge. On va terminer encore avec quelques rendez-vous à ne pas manquer cette semaine sur MySports, parce que même si la National League est en pause, il y aura du hockey sur glace cette semaine. On va commencer demain soir, mardi, avec le duel de Swiss League entre Langenthal et la Chaux-de-Fonds à 19h40 sur MySports One. Stéphane, tu seras au Shoran, c'est juste. Oui, je serai aller commenter ça au Shoran avec Régis Cerf, avec grand plaisir. Jeudi, 2 rendez-vous sur le streaming depuis le studio où je suis avec Overtime NHL. Jonathan, ce sera à 17h sur Facebook, c'est bien juste? Ouais, et ce sera le retour de Nicolas Ducharme, avec qui j'avais fait d'ailleurs la première émission, donc le journaliste de LNH.com. On va faire un petit bilan de mi-saison parce que là, presque toutes les équipes ont passé le cap de la mi-saison. Puis on va remettre on va donner nos favoris là, pour les différents trophées individuels après une demi-saison. Il y a un prix citron, ben non? Ah bon, il commence par CH, puis il commence par Canadien. Il finit par Montréal. Et puis à 19h40, il y aura la E-National League sur Twitch. Ce sera le match entre Rapperswil et Bienne, de duel à suivre avec Jérôme Beuchat. Samedi, retour de la Swiss League avec Viège-Cloton à 17h40. Attention, c'est en fin d'après-midi sur MySports One. Et le soir, Stéphane, nous, on va se retrouver pour un autre événement NHL, le All-Star Game. Ce sera à 21h. Malheureusement, je n'ai pas encore la chaîne à vous donner. Donc, suivez bien évidemment sur les réseaux sociaux pour savoir quand ce sera. Et puis, on va encore vous signaler qu'il y aura des overtime normaux, pas NHL, également pendant la pause olympique. On va axer ça plutôt sur les Jeux et sur la Swiss League. Se tenir au courant de l'actualité, bien évidemment, aussi des clubs de National League. Et voilà, on a fait le tour de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Serge, en particulier, merci à toi d'être venu nous rejoindre pour cette émission. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Merci Jonathan, merci Stéphane, et merci également à vous dans le chat. Vous avez été très nombreux à nous écrire. On n'a bien évidemment pas pu prendre tous les commentaires pour en parler, mais on a eu un œil dessus et on vous remercie. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour avoir les actualités, ou sur Facebook, Spotify, YouTube, SoundCloud, ou YouTube pour Apple Podcast, pour avoir accès aux rediffusions, que ce soit en vidéo dans quelques instants sur Facebook, ou dans l'après-midi sur YouTube, ou en version audio sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours important pour ne pas louper. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien évidemment le partager, laisser un pouce bleu vers le haut. Je vous souhaite une excellente semaine et à tout bientôt pour le prochain Overtime. Bye bye. Bye bye. Bye tout le monde.